J'ai un challenge énorme envers vous aujourd'hui. On a 2 heures, non même pas 2 heures. On a 1h 3/4 parce qu'on tiendra l'horaire de fin à 11 heures pour aborder vraiment le sujet de l'année sur le big data. Est-ce que vous m'entendez bien au fond? C'est bon? Ouais? Moi, j'ai pas de retour, donc c'est un peu compliqué. Donc le premier challenge, c'est d'arriver en 1h 3/4, de vous donner une vision très pragmatique et opérationnelle de le big data. On l'a appelé ça le nouvel accélérateur de votre business. J'ai envie de dire, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble ce matin, durant le temps qui nous reste. Je suis le PDG de MobileTag. C'est nous qui avons inventé, vous savez, les petits scanners et les QR codes. C'est pas ça dont on va parler maintenant. Pour ceux que ça intéresse et qui peuvent se demander, mais pourquoi MobileTag et le big data? Rendez-vous ici à 17 h ce soir. On fait une conférence justement où vous verrez que ces millions de scans sont également des indices, des éléments d'information qu'on utilise dans le cadre du big data. Pour le coup, ce matin, j'ai un rôle qui est un peu plus facile, quoique j'ai choisi simplement pour vous les meilleurs experts du marché qui vont pendant 1h30 à bâton rompu, sans aucun support, en posant toutes les questions, répondre à toutes celles que vous vous posez. On a un moyen excessivement technologique aujourd'hui pour recueillir les avis de la salle. Le moyen le plus technologique que je connaisse, c'est vous levez la main et je vous amène un micro. Si vous n'avez pas de main, si vous ne voulez pas avoir de micro, il y a un système de tweets, SMS, email, enfin plein de machins auxquels je ne comprends rien, que je reçois sur mon iPad. Donc vous posez vos questions, je les modère, et je pense qu'on y répondra. On passera 15 minutes à la fin pour essayer un peu de tacler tout ça dans l'ordre. Nos conférenciers du jour pourront éventuellement accepter de prendre quelques réponses ou questions en aparté. Ce n'est pas forcément évident, mais de toute manière, à 11 h, on se libère et on aura 15 minutes avant de questions-réponses. Ça vous va ? Tout ce qu'on se dit aujourd'hui est totalement confidentiel, c'est simplement tweeté et diffusé sur YouTube, donc vraiment on est entre amis, il n'y a pas de secret. Et c'est comme ça qu'on va procéder. Je vais vous proposer d'accueillir notre premier expert, et il va falloir que je prenne la souris. C'est grâce à elle qu'un opérateur français en téléphonie mobile vous fait vraiment un service client différent. Et je vous demande d'accueillir sous vos applaudissements Marion Génaud en charge du CRM chez SFR. Bonjour Marion, bienvenue. Et parmi le challenge de mes intervenants aujourd'hui, c'est d'arriver à se poser à 10 sur des canapés prévus pour 6. Vous voyez, le big data, c'est ça aussi, on doit compresser la donnée. Je vais vous demander ensuite d'accueillir. Elle fait partie d'une agence de publicité qui a créé une entité sur le big data. Intéressant. Cette agence s'appelle Full6 et je vous demande d'accueillir Hélène Gombeau-Saint-Auge, donc la DG de Full6 Data. Bonjour Hélène, bienvenue. Alors, je dois vous présenter maintenant quelqu'un qui a refusé d'entrer à Polytechnique parce qu'il trouvait que c'était trop facile pour lui et que ça manquait de chiffres. Je vous demande d'accueillir Didier de Coeris, qui parle un langage assez spécifique, mais vous allez voir, on arrive à le comprendre. Bienvenue Didier, merci. Il a un nom qui vient du Nord, il fait partie d'une très grande société et il est spécialisé dans quelque chose auquel moi personnellement je ne comprends rien, c'est le cloud. Le cloud computing. Je vous demande d'accueillir Jacob de Microsoft, qui pourra nous parler énormément de ces sujets-là ce matin. Il nous fallait quelqu'un sur le big data et vraiment ce qu'on va appeler l'analytics. Alors évidemment, aujourd'hui, on va avoir beaucoup de termes franglais et j'en suis désolé par avance. Je vous demande d'accueillir Julien Cabot de Docto. Il nous fallait un talent et pour avoir un talent, autant passer par une société qui porte le même nom. Donc je vous propose d'accueillir Cyril Anselem de chez Talend. Où est-il? Allez Cyril. Et les derniers qui restent, ça va être très compliqué pour eux de s'asseoir, mais sinon je tirerai à la courte paille, on va faire que les plus gros salaires lèvent le doigt. Notre prochain candidat pour cette incroyable keynote de la matinée s'appelle Arnaud Cantival. Il est en charge de la société AID que vous connaissez tous depuis 20 ans. Il exerce dans l'univers de la data, du crunching et de la création de valeur autour de tout ça. Vas-y Arnaud, essaye de prendre l'une des dernières places disponibles. Notre prochain candidat, et là je dois rentrer dans une partie excessivement personnelle avec vous ce matin. Son vrai surnom, c'est Olivier de Kersauzon, et quand il fait les grosses têtes, c'est le nom qu'il utilise. C'est un navigateur au long cours. Il ne vous en parlera pas ce matin, mais il a fait des choses assez incroyables dans sa vie, et je voudrais que vous accueilliez vraiment d'accueillir sous vos applaudissements Didier Rougier de Déclic, qui est donc quelqu'un qui est capable de traverser l'Atlantique en solidaire, à la voile ou à la rame. On va continuer avec quelqu'un que, en fait, là aussi, gardez-le pour vous. Barack Obama appelle à chaque fois qu'il a une question sur les données, et surtout ce qu'on appelle l'open data. Je vous demande d'accueillir Arnaud Laroche de Bluestone.
Et enfin, notre dernier candidat qui n'aura pas de place assise, mon pauvre Brice, Brice de Tag Commander, un nom intéressant, il nous expliquera exactement ce que ça veut dire et pourquoi on a choisi ce nom-là. Alors, en termes d'ordre du jour, et je me rends compte que bien évidemment, entre-temps, j'ai oublié de déployer, mais de toute manière, je ne suis pas certain que vous voyez grand-chose. L'état d'esprit dans lequel on va dérouler ce keynote, c'est très simple. Comme je vous le disais, personne n'a de support, donc on n'est pas prisonnier de quoi que ce soit. On va essayer d'adresser le sujet. On a défini avec nos valeureux speakers 5 sujets ce matin. Le premier, on va commencer très rapidement. Je vais leur donner à chacun le micro en 1 minute chrono. Présenter en quoi le big data change réellement quelque chose sur le marché et en particulier pour leurs différents clients ou alors en interne lorsqu'il s'agit d'un annonceur. On verra ensuite, on a défini 5 points clés dans la chaîne de valeur du big data pour être sûr que ça fonctionne. Le premier point va être, il est basique mais il n'est pas anodin. Comment est-ce qu'on collecte? Comment est-ce qu'on nettoie? Comment est-ce qu'on structure et on organise la donnée de manière à pouvoir commencer à travailler dessus? On verra ensuite comment est-ce qu'on peut la faire parler, cette donnée, ce qu'on appelle aussi la visualiser. Notre troisième point sera comment est-ce qu'on peut traduire les enseignements de ce big data, de cette analyse de la donnée, en action et donc quelque part en accroissement de la performance pour l'entreprise. Et enfin, on passera du temps sur des cas concrets de la mise en œuvre, au sens ce qui marche pas, quels sont les pièges à éviter, quels sont par contre les facteurs qui réellement modifient, améliorent la performance de l'entreprise grâce au big data. Ça vous convient? Alors, eh bien on va commencer par Arnaud, qui est là comme ça, voilà, le premier. Arnaud, tu prends un micro, normalement ils sont tous allumés. 1, 2. Très bien. Arnaud, 1 Bonjour. minute. En quoi est-ce que le big data, quelque part, modifie, de ton expérience, la performance de l'entreprise? Quelle est son incidence? Et presque, quelle est ta définition d'ailleurs du big data? Alors, nous déjà, on a commencé la data en 1972, donc on est une agence data qui appartient au groupe Omnicom depuis cette période-là, et on a vu beaucoup de choses se passer sur la data depuis, notamment l'explosion des volumes. Alors, on parlera d'autres sujets tout à l'heure. Ce qui change la performance de l'entreprise aujourd'hui par rapport aux données, c'est le volume, notamment, et la variété. On parlera d'autres sujets, probablement de vélocité. Il y a plein d'experts autour de la table qui en parleront certainement aussi bien, si ce n'est mieux que moi. Un exemple très concret, aujourd'hui, des grandes enseignes de distribution pour lesquelles on travaille ont des informations sur les comportements des clients, donc des informations déclaratives, puis des informations comportementales, des tickets de caisse, mais ils ont aussi des visiteurs sur les sites internet. La performance de l'entreprise va dépendre de la qualité à utiliser cette information à bon escient. Donc notamment de récupérer cette information détaillée sur les internautes et de faire une convergence entre des points de vente, des internautes qui fréquentent finalement un univers d'achat différent, mais ce peuvent être les mêmes clients, et d'adresser ces clients de manière unifiée, que ce soit sur le canal internet ou sur le canal point de vente. C'est un exemple parmi d'autres en 1 minute. Très bien. Allez, on prend le micro au suivant. Alors, Didier Gauthier, donc, je suis directeur de l'éditeur, enfin de la partie business unit de l'éditeur du logiciel SPAD. SPAD est un logiciel de data mining qui existe depuis 40 ans, pratiquement. On va fêter bientôt notre 40e anniversaire. On est depuis 5 ans dans le giron de Coeris. Et bien évidemment, SPAD a évolué et maintenant, on a plein de clients qui sont dans des problématiques big data. Ce que je peux dire par rapport à ce sujet, c'est que l'avenir est évidemment devant. Il y a énormément de choses à faire, surtout dans les domaines du marketing et du marketing digital, bien évidemment. Ça représente aujourd'hui presque 40% de nos clients SPAD dans le marketing, ce qui est énorme. Et les gains, les bénéfices business à faire sur le Big Data sont absolument faramineux. Je peux vous citer un client qui a gagné 8 millions d'euros de marge additionnelle en 1 an en mettant en place un dispositif d'analyse de ses ventes et d'analyse de ses paniers clients avec un système basé sur SPAD. Je peux vous citer plein d'exemples. On a des ROI en marketing qui sont au minimum de 40% à peu près supplémentaires grâce au data mining big data. Et on a les premiers retours de projets qui sont maintenant visibles. Notamment, on a conduit un projet avec la société Ubisoft qui est en cours actuellement et qui donne des résultats tout à fait intéressants.
Bon, bah Didier, je pense qu'on va te challenger là-dessus. 40% d'accroissement, 8 millions, moi je les mettrais bien dans ma poche, donc ok, ça nous intéresse, banco. On en reparle tout à l'heure dans le détail. Marion, pour SFR, le CRM, c'est vraiment dans les gènes de SFR. Tout à fait. Oui, tout à fait. Pour nous, la data, elle n'a de sens que si elle est au service du client, bien évidemment. On a 25 millions de clients. On a énormément de contacts avec eux en cross-canal, comme tu le mentionnais, et plus de 60 millions de contacts par mois. Donc la volumétrie, effectivement, on connaît. La variété aussi, puisque on a la chance de bien connaître nos clients, puisqu'on les facture et puisqu'ils sont sur nos systèmes, sur notre réseau, on a une box chez eux, etc. Donc on fait ça toujours, bien sûr, dans le respect des données personnelles. Mais l'idée, c'est que les données nous permettent de mieux les connaître pour pouvoir leur proposer la bonne offre au bon moment, sur le bon canal. C'est la définition que moi, je me suis donnée du CRM. Et en fait, Big Data, ça nous permet quoi? Ça nous permet, grâce à des analyses à la fois prédictives ou comportementales, de mieux cibler les attentes de nos clients pour pouvoir leur proposer la bonne offre personnalisée. Et du coup, ça a un double impact, à la fois en termes de ROI, comme le mentionnait monsieur à l'instant, puisque nous, on constate également que quand on segmente bien nos propositions, on a des taux de retour qui sont, on est autour de 30, on n'est peut-être pas à 40%, donc il y a peut-être encore de l'amélioration possible, mais ça va très vite. Donc ROI pour les entreprises et satisfaction client, puisqu'on est persuadé que si on arrive avec une proposition pertinente au moment pertinent pour le client, bien évidemment, il est plus satisfait et donc c'est win-win pour tout le monde. Intéressant. Je pense qu'on y reviendra à cette notion effectivement de cross-canal. Hein. Tu en parlais déjà, Didier. Effectivement, pour SFR, maintenant, ça devient une évidence. Ça fait plus de données, mais ça fait peut-être aussi plus de moyens de l'utiliser. Le micro a l'air de marcher. Je te propose de garder. Je vais le garder. Bonjour. Donc Arnaud Laroche. Donc moi, je dirige la société Bluestone, qui est une société spécialisée dans le domaine de la data science. Donc l'exploitation de la donnée. On n'entend pas très bien. Je pense qu'il faut utiliser le micro plus fort. Oui, c'est mieux là. Pardon. Donc je dirige la société Bluestone qui est spécialisée dans le domaine de la data science, l'exploitation de la donnée au service des métiers. Donc on a une équipe de 130 consultants qui sont spécialisés sur ces sujets. Et pour répondre à la question que change le big data, alors on peut dire énormément de choses sur le big data et d'ailleurs on en lit énormément. Mais à mon sens, il y a deux éléments extrêmement importants dans les changements qui sont liés aux nouvelles technologies du big data. Le premier qui est que la donnée est en train de migrer progressivement de la sphère exclusivement analytique et décisionnelle du temps long, où la donnée et les modèles sont là pour éclairer la décision, à la sphère beaucoup plus opérationnelle, où la donnée est à présent embarquée dans les applications en temps réel. Et si on regarde les grands succès ou les grands sujets mis en avant autour du big data, on parle de recommandations online, on parle de filtrage de mails sur les aspects de spam, on parle évidemment de recherche, Google. Et cette notion d'embarquer, de temps réel et d'opérationnel me semble extrêmement importante et change un petit peu la donne par rapport à tout ce qu'on a fait dans le domaine de la statistique, du data mining et de la business intelligence. Et le deuxième point de rupture, si on peut dire, qui effectivement est lié au volume des données et à Internet, c'est la façon d'appréhender les problèmes analytiques. On a longtemps tourné autour de l'amélioration des modèles fondés sur des données internes. Aujourd'hui, ce que je vois, c'est qu'il y a un intérêt de plus en plus fort pour l'exploitation de nouvelles données qui ne sont pas forcément dans les systèmes d'information d'entreprise, de données externes, alors qu'il s'agisse d'open data, de données crawlées sur le web. Mais ça me semble être un élément de rupture à la fois technologique et culturel aussi, dans la façon d'appréhender le phénomène analytique. Bon, comme ils disent au Guignol de l'info, je crois que l'open data, on va y revenir. Effectivement, c'est un sujet important. Hélène, intéressant qu'une agence de publicité aussi réputée que Full Six se lance et crée même donc une entité autour de la data. Racontez-nous tout, on est entre amis. Oui, tout à fait. En fait, moi je suis arrivée il y a 3 ans pour monter un département data mining dans le groupe caché déjà. Et maintenant qu'on a 3 ans d'expérience avec pas mal de success stories, on a créé depuis cette année une filiale dédiée à la data et qui regroupe, et ça illustre bien justement l'impact de la big data, à la fois des équipes études, Cali et Conti, et des équipes plutôt de statisticiens ou d'ingénieurs. Et donc, cette compréhension du consommateur aujourd'hui, ce qui change vraiment, c'est qu'avant, en fait, un consommateur, pour pouvoir être tracé, devait prendre une carte de fidélisation et était simplement associé à un chiffre, le chiffre qui correspondait en fait à son chiffre d'affaires.
Et aujourd'hui, en fait, la compréhension de clients est beaucoup plus large. C'est comme si, en fait, on était borne et qu'on avait libéré un œil. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, une personne est vue aussi par ce qu'elle dit sur les réseaux sociaux, par son interaction, sa capacité à interagir et à rechercher ou non la relation avec la marque, par le fait qu'elle dise ce qu'elle aime, pas seulement par du déclaratif, mais aussi en allant surfer à certains endroits sur un site ou en réagissant à tel type de newsletter ou pas. Et donc, en fait, le consommateur dit plein de choses, dit quel niveau d'interaction il veut avec la marque. Et si la marque sait écouter ça aujourd'hui, elle a une vraie compréhension de l'individu, qui ne se limite plus à un chiffre. Et ce que disait justement Marion, c'est qu'aujourd'hui, la valeur, c'est autant le chiffre d'affaires que la notion de potentiel et que la notion d'engagement. Parce que quelqu'un, en fait, qui est capable de rediffuser et de créer des nouveaux contacts a autant de valeur qu'une personne qui dépense directement pour la marque. Et donc, c'est ça qui change la compréhension du client. Bon, je pense qu'effectivement, on est passé aujourd'hui dans des générations marketing où on sort un peu du récence fréquence montant comme on le faisait à l'époque. C'était aussi le seul moyen qu'on avait historiquement de tracer un client. On va parler pas mal de ça ce matin. Jacob, au titre de Microsoft, intéressant que Microsoft aussi soit lancé sur ce... Donc c'est un marché identifié comme étant un gros marché, le big data, et un vrai potentiel déjà. Oui, il y a un vrai potentiel déjà. Donc Microsoft, nous offrons un certain nombre de technologies qui couvrent l'intégralité de la chaîne Big Data. On travaille notamment avec un grand nombre d'éditeurs, startups ou marques sur l'utilisation de ces technologies. J'ai en tête une startup qui travaille sur de l'optimisation de pricing pour la grande distribution qui permet de gagner quelques points de marge. Mais sinon, Microsoft, c'est aussi un utilisateur Big Data pour nous-mêmes. Nous avons la chance d'avoir quelques-uns des produits les plus utilisés dans le monde. Enfin, Windows au-dessus d'1 milliard, mais aussi un certain nombre de services en ligne, type MSN, qui est aux quelques centaines de millions d'utilisateurs, Skype, quelques centaines de millions aussi, et qui sont aujourd'hui de plus en plus optimisés avec l'utilisation de technologies Big Data. Je vais prendre deux exemples. Premier exemple, c'est Bing. Bing, c'est essentiellement une grosse machine Big Data pour faire de l'optimisation en temps réel des requêtes et de l'affichage publicité qui va derrière. On travaille donc sur des volumes avec une expérience en interne qu'on va ensuite redéployer dans les technologies que nous fournissons à nos clients. Bon, je pense qu'on te challengera allègrement ce matin pour savoir s'il y a une guerre ouverte aujourd'hui entre Microsoft et Google quand même au niveau de cette domination mondiale autour du Big Data. J'ai une petite impression que ce n'est pas une guerre qui date d'aujourd'hui. Sans blague. Brice. Bonjour. Bonjour Brice, merci. Alors, le Big Data, qu'est-ce que ça change pour les clients et c'est quoi? Vous faites quoi, vous, là-dedans? Alors, donc bonjour à toutes et à tous. Je suis Product Manager chez Tag Commander. Tag Commander, nous, on est éditeur de solutions dans le domaine du digital marketing. Donc, on fait un focus sur le digital. Et le Big Data, bon, le terme est arrivé dû à la croissance exponentielle, je dirais, des données collectées. Et cette croissance est en partie due à la croissance des données collectées dans le domaine du digital. Et notre rôle là-dedans est de permettre une mesure plus aisée, plus facilement gérable dans le temps des différentes données captables sur Internet. Donc on édite 3 solutions. Une solution de Tag Management System qui permet d'englober toutes les solutions qui sont présentes sur vos sites de façon à mieux les gérer. Une solution d'attribution qui permet de mieux optimiser, je dirais, vos campagnes d'acquisition de trafic. Et une solution de privacy qui est assez intéressante et je pense qu'on va en parler aujourd'hui. La vie privée, notamment dans le domaine du online, on peut tout collecter, mais il y a une question qu'il faut se poser aussi, c'est le quoi et le consentement de l'internaute. Et on essaye justement de fournir des solutions qui permettent aux annonceurs de se mettre en conformité avec les différentes lois européennes qui sont en train d'être appliquées sur le marché français. Voilà. Ouais. Et c'est effectivement un point important, parce que je pense qu'on devra aussi ce matin quand même tacler le sujet de se dire, mais si jamais demain la loi change et qu'on n'a plus le droit de collecter un certain nombre d'informations, est-ce que la performance de notre marketing s'écroule au final? Allez, candidat suivant. Bonjour, je suis Julien Cabot, je m'occupe de l'équipe Big Data Analytics chez Octo, donc qui est un cabinet de conseil. Nous, notre origine, c'est plutôt le computing scientifique, essentiellement dans le monde de la finance de marché, et donc on a une approche extrêmement calculatoire de ces sujets. En fait, en termes de révolution apportée par le Big Data, on le voit essentiellement sous 2 aspects. Le premier aspect, c'est évidemment le temps réel et la capacité finalement
à injecter et à se mettre en relation avec des clients de manière beaucoup plus fine au rythme d'activité de ses clients, donc que ça soit au rythme de la milliseconde ou de la seconde en matière de navigation sur Internet. Et le deuxième grand aspect, c'est finalement la modification des techniques de data mining sous le fait d'inclure des données exogènes, non pas simplement par le plaisir d'inclure des données de l'open data ou des données exogènes, mais c'est surtout pour pouvoir définir un marketing prédictif en période de crise. Le problème fondamental derrière les techniques traditionnelles, c'est que finalement on considère qu'il y a une stabilité du marché pendant les phases d'observation et d'apprentissage, et que cette hypothèse, elle se déforme suite aux différentes crises financières, économiques, sociales que nous vivons. Et donc nous avons développé des modèles qui sont auto-adaptatifs et qui permettent en fait d'identifier la variation du sentiment de marché et de l'appétit du marché par rapport à des modèles descriptifs traditionnels. Voilà. Et donc, ne reculant devant aucun sacrifice, ils nous dévoileront ce matin le modèle de prédiction du consommateur face à la crise. Vous repartirez avec, c'est gratuit et c'est cadeau. Je pense qu'on peut leur remercier parce que quand même, c'est du travail. Candidat suivant concernant Talend, Cyril, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Qu'est-ce que vous pourriez rajouter? Donc bonjour à tous, pas grand-chose par rapport à tout ce qui a été dit. Donc moi je viens de chez Talend, qui est une société open source pure player dans tout ce qui est de data management, donc particulièrement dans tout ce qui est collecte des données, qualité de données. Et justement, nous aujourd'hui, avec la big data, on assiste à une vraie révolution chez nos clients qui pendant des années ont accumulé des données de toutes sortes, mais qui n'ont jamais réussi à les analyser avec les systèmes traditionnels. Et aujourd'hui, nous, le message qu'on essaye de leur faire passer, c'est qu'ils sont un peu assis sur un champ de pétrole qui est leurs données, et qu'on va leur donner en fait aujourd'hui l'outillage de forage qui va leur permettre justement d'extraire un peu le sens de ces données et de les exploiter correctement dans leur business. Donc nous, on a vraiment un focus très technique, de par qu'on est un éditeur de logiciels, mais on essaye justement de bien comprendre le business et les enjeux de nos clients avant de se lancer dans de tels projets. Et on met vraiment un point d'orgue très important sur la partie qualité de données, qui pour nous est fondamentale dans l'analyse des données, et notamment des big data, puisqu'on verra que quand on en discutera qu'il y a encore de ce côté-là beaucoup de problèmes, et le constat est malheureusement... C'est le premier sujet qu'on taclera ce matin. Hein. Comment est-ce qu'on collecte, comment est-ce qu'on verrouille la donnée, comment est-ce qu'effectivement on la nettoie? Ça me paraît être important. Allez, pour conclure, Thierry, pour Déclic, alors qu'est-ce qu'on peut rajouter là-dessus? Alors le big data, moi, j'en ai une approche qui est un petit peu différente de mes confrères. Moi, j'ai une petite agence. Je fais du référencement depuis 15 ans. Donc j'ai une approche très web sémantique. Et je regrette que le web, au niveau de la sémantique, n'accélère pas. Les microdata, c'est très long à déployer. Ce sera très long. Donc moi, j'ai eu l'idée de faire une base de données du web francophone qui soit sémantique, donc c'est moi qui vais la sémantiser, qui vais la microdater, je la géolocalise, et donc mon big data à moi, disons, c'est le web français, le web francophone un peu plus tard, et je vais avoir donc une base de données de l'intégralité du web francophone, B2B, pas B2C, je ne m'intéresse pas aux données personnelles, je m'intéresse uniquement aux données entreprises. D'accord. Et cet outil va permettre de venir enrichir des données formelles, celles de l'INSEE, celles de différents opérateurs de géomarketing, et je vais leur amener de la donnée supplémentaire à travers cette base de données géolocalisée. C'est pas vraiment de l'open data, mais c'est mise à disposition d'un certain nombre d'informations existantes qu'il suffit d'aller collecter et de centraliser. Voilà, alors c'est pas de l'open data au sens où je ne vais pas crawler ou chercher les API de données open data institutionnelles. Là, c'est vraiment un crawl de l'intégralité du web francophone. Bon, très bien. Bon, je vous propose qu'on démarre. Donc, premier sujet, comment est-ce qu'on peut collecter? Parce que moi, en fait, j'ai 50 ans et pendant longtemps, on m'a dit trop d'infos, tu l'info. Hein. De même qu'à l'école, on me disait trop de procteurs, tu proctères. La question est, comment est-ce qu'on peut... Alors, j'ai presque envie de me tourner vers vous, Marion. Comment est-ce que chez SFR, on connaît tous les bases de données gigantesques des opérateurs, comment est-ce qu'on arrive là-dedans quand même à les centraliser, potentiellement même les nettoyer, les garder à jour, la fameuse fraîcheur de la donnée? Rapidement, est-ce que vous pouvez nous donner un témoignage de la manière dont ça se fait dans un métier aussi compliqué que celui d'un opérateur mobile? Je crois qu'il y a un micro défectueux. Désolé.
Ça marche? Oui, voilà. Et ben chez nous aussi, c'est compliqué. En fait, ces données, elles viennent de plein d'endroits différents, de plein de systèmes différents. Nous, on a la chance d'être un opérateur convergent, mais du coup, on doit gérer le mobile d'un côté et le fixe de l'autre. Concernant le fixe, il y a eu pas mal de rachats successifs, donc il y a plusieurs systèmes d'information différents. Et donc, finalement, à chaque fois, nous, plutôt que de big data, on parle chez nous de better data, c'est-à-dire de savoir donner du sens à l'information. Et je crois que le gros challenge sur cette collecte, c'est de surtout pas viser l'exhaustivité, mais d'être très focalisé. Donc là, depuis que je suis arrivée, j'ai essayé de comprendre ce qu'on cherchait à faire et du coup, quelles étaient les données utiles et indispensables. L'idée étant de focaliser toutes les équipes, y compris les équipes SI, sur les quelques données qu'on a appelées platines à récolter et de savoir où est-ce qu'est le meilleur endroit pour les récolter. Et comment est-ce qu'on détermine les données platines, Marion, enfin, sans dévoiler de secrets industriels? Sans dévoiler de secrets, ce sont les données qui permettent de mieux modéliser les comportements des clients, donc sur les aspects prédictifs. Ouais. Voilà. L'idée étant que effectivement j'étais tout à fait en phase avec vous, la qualité des données est super importante, donc on a fait des audits pour valider la fiabilité de ces données. Il y a la notion de viabilité, il y a la notion de complétude, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu que malheureusement, même si on est plutôt bien servi, on n'a pas 100% des emails par exemple de nos clients, donc il faut sans cesse travailler à améliorer la complétude. Et puis vous parliez de la fraîcheur, on est complètement dedans. Dans le domaine des télécoms, on a quand même vécu une grosse révolution depuis 1 an et demi avec l'arrivée de Free. Et autant, il y a quelques années, une donnée comme par exemple quel est l'opérateur, quel est le fournisseur d'accès Internet, ça pouvait peut-être être une donnée que vous pouviez garder pendant 2 ans. Depuis quelques mois, la fraîcheur de cette donnée est beaucoup plus raccourcie et il faudrait presque reposer la question tous les 6 mois pour être sûr que c'est pertinent. Voilà, donc sur la collecte, l'autre aspect très important, c'est de se garder une sorte de bac à sable exploratoire. C'est-à-dire que dans des entreprises qui sont très drivées par le ROI, il faut accepter de passer un peu de temps à explorer des données dont on ne sait pas forcément très bien ce qu'on va en retirer au départ. Par exemple, sur des aspects de problématiques réseau, si y a des problèmes de qualité de réseau sur l'Internet, de comprendre où c'est, comment ça se passe et quel est l'impact que ça peut avoir pour le client sur la qualité perçue et du coup, est-ce que ça va être un problème pour sa fidélité ou pas. Et du coup, ça veut dire qu'il faut accepter de passer 2 mois, 3 mois à triturer de la donnée sans savoir forcément ce qui va en ressortir, mais être capable aussi au bon moment d'arrêter s'il n'en sort rien. Donc sur cet aspect de collecte, il faut à la fois se demander ce qu'on cherche, mais se laisser un petit peu de mode exploratoire. Donc c'est un équilibre qui n'est pas toujours facile. Et en tout cas, c'est forcément un partenariat. Je reviens un petit peu sur une discussion qu'on avait juste avant au café. C'est forcément un partenariat entre des équipes data mining, des équipes marketing, puisque c'est elles qui savent le sens qu'elles veulent donner, et des équipes SI, puisque cette donnée, elle doit être exploitée au service du client pour qu'il ait un traitement qui soit meilleur. Si nous, on donne par exemple des cibles ou des choses qui ne sont pas exploitées par le marketing derrière, ça ne sert à rien. Donc fraîcheur, complétude et quelque part actionnabilité, à savoir est-ce qu'on peut le traduire en action, quoi. Voilà. Arnaud, la dernière fois qu'on s'est croisés, c'était chez un opérateur mobile concurrent, mais les problématiques marché sont les mêmes pour tous. Concernant justement cet aspect de collecte, et après j'aimerais l'avis de Microsoft sur le stockage de ce gigantesque quantité d'informations. Alors, il y a des choses qui se passent effectivement chez les opérateurs, mais d'une manière générale, chez tous les gens qui collectent beaucoup de données. Nous, on héberge des grosses bases de données pour des clients comme le PMU ou Renault, ou effectivement des opérateurs télécoms. Il y en a pas très loin de moi. Ce qui est compliqué aujourd'hui, je prends un exemple chez un concurrent de Marion, c'est de récolter par exemple le ticket d'appel. Le ticket d'appel, c'est une information très granulaire qui correspond à chaque fois que vous passez un appel à avoir le numéro appelant, le numéro appelé, le palier tarifaire, des choses qui sont extrêmement verbeuses. Donc ça, c'est une information qu'il faut aller chercher dans le billing system de l'opérateur. Qui vient effectivement, qui va permettre d'alimenter le billing system et qui va permettre d'alimenter tous les services et notamment le service marketing.
Pourquoi ? Parce qu'on va savoir proposer des nouvelles offres, comme l'a dit Marion, à des clients en fonction de ce qu'ils ont fait. Donc constater le passé pour pouvoir leur proposer des choses, et Marion l'a dit également, il faut pouvoir le faire de plus en plus rapidement puisque la concurrence est rude. La problématique, c'est que ces informations représentent on va dire des centaines de téraoctets aujourd'hui d'une manière générale chez ces opérateurs, avec des coûts qui augmentent. J'aurais tendance à dire exponentiellement, parce que on l'a un petit peu dit, mais on le redira peut-être un peu plus, les ressources humaines sont rares et chères et compliquées à trouver. Les moyens technologiques sont relativement limités. Et on a vu, Microsoft en a témoigné, mais je pense que Google, qui a travaillé sur le sujet depuis très longtemps, voilà, ce sont des gens qui ont inventé des technologies nouvelles pour pouvoir exploiter des gros volumes de données. Et donc, une des problématiques en ce moment, c'est d'avoir un meilleur total cost of ownership, comme disaient les Américains, de ces informations très volumineuses, et donc de passer de l'informatique classique, traditionnelle. Et tous les grands éditeurs, tous les grands de la Silicon Valley ont acheté des technologies parce qu'ils arrivaient en limite de leur propre techno. Je prends Teradata, je prends Oracle, je prends IBM, je prends tout le monde, d'accord ? Et donc notamment, la première barrière à franchir, c'est une barrière purement technologique de stockage et de rendre exploitable l'information. Absolument. Jacob, côté Microsoft, effectivement, alors l'arrivée sur ce marché-là, je dirais, en quoi est-ce qu'il y a une stratégie de rupture ? Qu'apporte Microsoft de plus, presque, j'ai envie de dire ? Non, mais il y a une réponse d'abord qui est facile, qui est inclue dans le titre, c'est le cloud. Ça va de soi. Donc globalement, le cloud, c'est une manière relativement simple d'apporter une capacité de stockage beaucoup plus importante. Mais il n'y a pas que le stockage, il y a aussi une capacité de traitement dynamique, variable dans le temps, qui permet à un moment donné de faire une expérimentation, une exploration, de traiter une quantité de données beaucoup plus importante et ensuite libérer la capacité derrière. Ça permet d'avoir la capacité nécessaire et de ne pas la payer en plein temps. Sinon, en termes de technologie, il y a un grand nombre de technologies aujourd'hui qui sont en développement. Un des plus fondamentaux, c'est la parallélisation. C'est-à-dire on va utiliser de la technologie relativement banale et de commodité, mais en très grand nombre, et on va paralléliser l'ensemble des traitements. Au lieu d'utiliser une grosse technologie qui est chère et qui est globalement monolithique et difficile à utiliser. Ça, en effet, on est dans la même stratégie pour l'ensemble des acteurs, que ce soit Google, nous ou d'autres. Ouais. On parallélise sur de la technologie de commodité qu'on utilise en très très grand nombre. Donc un gros data center cloud chez Microsoft, c'est quelques centaines de milliers de serveurs qu'on va rendre disponibles de manière dynamique et variable en fonction des clients qui l'utilisent. Parce que quelque part, la demande, le besoin du marché à un instant T va être important pour un client en processing et ensuite ça rechute. Donc ensuite ça rechute, c'est pas les mêmes aux mêmes endroits dans le monde. Et globalement, et quand on globalise au niveau mondial la capacité qu'on va distribuer, ça permet de partager et d'avoir ce qu'on veut. Alors, est-ce que je traduis bien quelque chose ici au sens où la pénurie de stockage, elle n'est pas là, mais par contre la pénurie de puissance de traitement, elle oblige à de la mutualisation aujourd'hui? Je pense qu'il y a une pénurie de stockage, vu que de toute façon les besoins de stockage sont en explosion. On va être dans une pénurie de stockage permanent. C'est une très mauvaise nouvelle pour les gens ici présents, Jacob. J'espère que tu t'en rends compte. La salle va se vider d'un seul coup. Oui, mais heureusement, il y a des acteurs qui travaillent d'arrache-pied pour essayer d'inventer des nouvelles solutions de stockage pour essayer de remédier à ce problème. Donc, blague à part, même le stockage aujourd'hui peut être considéré comme un enjeu clé au succès du big data. Le stockage est un enjeu clé au succès du big data. Et il y a un certain nombre de démarches aujourd'hui, et on va revenir sur les questions qu'abordait Marion, c'est comment est-ce qu'on choisit les données que l'on veut utiliser. Il y a une approche générale du big data qui dit on va tout garder parce qu'on ne sait pas de quoi on aura besoin. En toute honnêteté, c'est vrai. Aujourd'hui, il est quasiment impossible de savoir quelle est la donnée pertinente à un moment donné. On va reprendre le cas des télécoms. Garder le ticket d'appel, oui, c'est utile. Bon, d'accord. Mais finalement, garder la localisation de l'appel, c'est pas mal aussi. Garder les appels qui n'ont pas abouti, c'est pas mal aussi finalement. Et on n'y pensait pas nécessairement au début. Et donc, il y a une grosse question entre je garde l'intégralité des données que je réexploiterai peut-être un jour. Je sélectionne des données platines que je vais mettre dans les systèmes opérationnels à un moment donné. J'ai aussi une différence assez fondamentale entre des données dont je dois gérer la qualité parce que cette donnée, si elle n'est pas de bonne qualité, ça a un impact négatif, et des données qui n'ont pas besoin d'être de grande qualité. Je reprends l'exemple de Bing, il n'y a pas de bonne réponse à une recherche. Il y a des plus ou moins bonnes réponses. Si on se trompe légèrement, ce n'est pas très grave. Même genre de choses, si je fais de l'optimisation d'affichage de pub pour avoir le meilleur taux de conversion, si je ne suis pas à 100% d'exactitude, c'est pas mal. Enfin, si je suis à 95, ça suffit largement. Et donc, il y a des gradations de qualité de données et des gradations de valeur de données qui peuvent aussi varier dans le temps.
stocker l'intégralité des données d'expérience d'un utilisateur et d'un client, c'est quelque chose qui est utile parce qu'on peut s'en servir plus tard. En revanche, essayer de les exploiter de manière opérationnelle à un moment donné, là, on va assez rapidement exploser la capacité de ce qu'on est capable de faire. Cyril, tout à l'heure, tu présentais Talend en disant que justement, la plupart de tes clients étaient assis un peu sur ce champ de pétrole ou cette mine d'or. Donc là, on voit qu'il y a déjà un schisme qui semble se produire entre est-ce qu'on garde tout, est-ce qu'on garde pas tout, est-ce qu'on traite tout, à chaque fois ça coûte. C'est effectivement du processing, c'est du stockage, mais c'est aussi du jus de cerveau. Hein. Arnaud parlait des équipes, et on est tous, on le sait, en budget contraint par rapport à ça. Quelle est l'approche de Talend là-dessus, par exemple? L'approche de Talend, elle est assez pragmatique. Hein. On essaye principalement d'accompagner nos clients déjà, de définir sur quel périmètre de données ils vont vouloir travailler. Nous, on part du principe que essayer d'analyser l'ensemble des données de l'entreprise dès le début, c'est un peu périlleux, dans la mesure où déjà on s'aperçoit qu'en interne, tout le monde n'est pas d'accord sur le sens des données qu'on rencontre. Le constat est qu'à chaque fois qu'on arrive sur des problématiques de big data, la qualité de données n'est pas au rendez-vous. Alors pourquoi? Principalement parce que déjà il y a beaucoup de données qui sont encore issues de saisie libre. Donc c'est des données qui ont été saisies antérieurement par des utilisateurs. Donc du coup c'est très difficile de donner un sens à ces données ou à l'absence d'une donnée. Et deuxièmement, c'est que, comme je disais, en interne, tout le monde n'est pas d'accord sur le sens des données et sur la valeur des données. Donc déjà, il y a vraiment un travail de fond avec nos clients sur définir un périmètre de données qui sera assez restreint, mais qui sera assez clair dans leur esprit, justement pour qu'au final, ce qu'on va en ressortir des analyses, ce qu'on va ressortir de ces données ait vraiment un sens. Si c'est pour faire du big data sur des données qui ne sont pas viables, ça ne servira à rien et ça n'apportera que de la confusion au final. Et nous, en tant qu'éditeur, souvent, ça peut arriver qu'on soit mis en porte-à-faux sur ce type de problématiques, alors qu'ils sont principalement des problématiques métiers. Didier, chez Cohéry, c'est moi qui ne connais pas depuis ma sortie de l'ESSEC. Effectivement, à l'époque, le data crunching déjà en nettoyage, c'était une feature quelque part clé, hein, comme on dit en anglais, garbage in, garbage out. Tu veux peut-être réagir là-dessus, entre la masse de données, qu'est-ce qu'on garde? Et après, j'aurais besoin de l'avis d'une agence pour savoir comment on l'utilise quand même. Oui, alors, effectivement, c'est très important d'avoir à l'esprit qu'au-delà du volume de données, qui est une problématique de contrainte technique, il y a quand même des fondements qui restent vrais, quel que soit le volume de données. C'est qu'on va chercher à extraire de la connaissance et de l'information à partir des données qui sont stockées, et que pour ça, il faut le faire avec un objectif en tête. C'est-à-dire que si on n'a pas d'objectif, on ne peut pas faire de big data. Ça, c'est la première chose. Enfin, l'objectif, tout le monde va te le donner, hein. Ça va être un accroissement du chiffre d'affaires, maximisation du retour sur investissement. Alors, est-ce qu'on s'en sort avec ça? C'est pas assez précis. Ah. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'on va considérer que la donnée, c'est une brique de base. C'est-à-dire que pour nous, statisticiens, experts de la donnée, la donnée, c'est la matière première. Comme par exemple dans le BTP, la matière première, ce sera une brique et du mortier. Et si vous prenez la question, si je vais faire un parallèle avec le BTP, si vous posez la question à un promoteur que si vous mettez 3 tonnes de mortier dans un terrain vague, est-ce que ça va faire spontanément un immeuble? Il va vous répondre, ben, peut-être pas. Ben, moi, je vais vous dire la même chose sur le big data, c'est que si vous mettez 3 tonnes de données dans un data mart, ce n'est pas du tout garanti que ça donne un résultat au final. Alors, est-ce que par contre, il y a des moyens? On parlera tout à l'heure de la visualisation et du data mining, donc là, vraiment de l'intelligence. Mais est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui devant le public qu'il y a vraiment des manières scientifiques de nettoyer l'information, de séparer celle qui n'est pas propre, pas consistante, du reste? Ou est-ce que ça reste un travail quand même manuel et fortement consommateur de temps? Tu as parfaitement raison, il y a des méthodes parfaitement scientifiques pour le faire. Ces méthodes scientifiques, en fait, font partie de ce que nous, on appelle de l'analyse descriptive, y compris sur le big data. Et ces méthodes descriptives permettent surtout, en fait, d'éliminer les données qui sont dites aberrantes dans les bases de données. Ces données aberrantes vont gêner en fait la construction des modèles qui vont venir après. Et ce qui est très important, c'est que quand on a une grosse problématique big data, il faut savoir quelle richesse de données on a à faire. Il y a deux axes.
il y a l'axe qualité de données, c'est quelle est ma qualité, est-ce que je suis capable d'éliminer les données qui sont de mauvaise qualité, et d'autre part, il y a l'axe richesse d'informations, c'est en fait, et si je rajoute une colonne à ma base de données, de manière très simpliste, est-ce que ça me rajoute vraiment une information, ou est-ce que finalement je ne fais que rajouter une énième information qui est déjà corrélée à quelque chose qui existe déjà dans ma base, dont j'aurais peut-être pas forcément besoin. Et c'est ça qui va nous permettre ensuite de driver, de dire ben, ça faut garder, ça c'est peut-être pas la peine de garder, on peut faire des économies de stockage grâce à ça. La théorie sous-jacente, et arrête-moi si je me trompe, c'est que le consommateur étant quand même en partie, en tout cas prédictif dans son comportement, il y a fatalement de la redondance et on n'a pas besoin de 50 points de données sur lui pour quelque part arriver au résultat. Marion fait signe que oui, donc je pense que je ne dois pas dire trop de bêtises. Hélène, agence de pub, quand vos clients viennent vous voir, justement, c'est la première question qu'ils doivent vous poser, c'est quelles données j'ai, qu'est-ce que je peux en faire, comment ça se passe en 2 mots là-dessus, quel est votre recours généralement? Oui, effectivement, je ne sais pas si ça marche. Non, ça ne marche pas, si. Si, mais il faut parler assez près. En fait, nos clients souvent sont intéressés par la big data, et ça depuis, on va dire, une petite année. Mais en fait, ont souvent peur d'y aller à cause justement de tout le flux des possibles et la peur d'être envahi par tout ce possible. Et en fait, notre façon de travailler, c'est vraiment de dire, justement pour rebondir avec ce que les autres, voilà, Didier a dit par exemple, c'est qu'en fait, on considère qu'aujourd'hui avec la big data, on peut tout récupérer comme information sur les clients et les visiteurs, pas seulement les clients identifiés, mais aussi les visiteurs de sites par exemple. Et que du coup, le sujet n'est plus de savoir ce qu'on peut faire, mais ce qu'on veut faire. Et pour ça, on a une méthode qui est très simple. On se dit que finalement, ce qu'on veut savoir, on a besoin de 4 types d'informations. Des notions de valeur du client, et la notion de valeur étant une notion business évidemment ancestrale, mais aussi aujourd'hui une notion d'engagement, de potentiel. Et donc ça, c'est nouveau, c'est une nouvelle dimension de valeur du client. Le deuxième élément d'information nécessaire, c'est tout ce qui est like, c'est-à-dire quels sont les centres d'intérêt du client, à la fois dans sa relation avec moi, mais aussi dans sa vie. Et ça, en fait, sans lui poser de questions, mais simplement en écoutant, est-ce qu'il réagit à une newsletter sur tel sujet ou tel autre? Est-ce qu'il accepte d'aller à tel événement? Est-ce qu'il va sur le site et il surfe, par exemple, sur un événement de musique ou sur du cinéma? Et tout ça, ça donne des informations sur les centres d'intérêt de la personne et ça lui permet en fait, de communiquer de façon à ce qu'elle se sente concernée et non pas spammée. Et le troisième axe, c'est la notion de persuasion. Comment je vais pouvoir, en plus d'avoir des communications pertinentes, ajouter le petit plus pour pouvoir convertir à la transaction. Et certaines personnes, par exemple, vont être focalisées sur les promotions, mais pour d'autres, ce ne sera pas nécessaire d'investir des réductions. Il suffira de pousser de la recommandation, par exemple, de la recommandation de pairs ou de la recommandation d'experts et donc de professionnels. Et donc, selon, si on arrive à détecter en suivant justement la réactivité des clients et des visiteurs à certaines propositions, on va savoir que telle personne n'a pas besoin d'avoir moins 10% pour pouvoir acheter. Et là, on fait beaucoup d'économies qu'on pourra aller investir ailleurs. D'accord, donc c'est un peu la construction de l'architecte dont parlait Didier. Exactement. Et en fait, une fois qu'on a ça, en termes d'utilisation de la big data, ce qui vraiment a complètement changé, c'est qu'avant, en fait, la data et les data miners travaillaient dans un contexte de marketing relationnel CRM, alors qu'aujourd'hui, c'est étendu à toute la vision du marketing. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, même les médias sont consumer-centriques. Et en fait, travailler sur le fait d'aller sur une publicité et d'aller tout de suite taper dans le search la marque ou d'aller visiter le site, ça permet d'avoir des indicateurs tangibles d'impact d'une publicité à la télé, par exemple. C'est comme le second screen. Voilà. D'accord. Brice, je vais me tourner vers vous. Parce que quelque part, ce qu'on a vu là tout à l'heure depuis le début, c'est que bon, on parle beaucoup des données qui quand même viennent de l'entreprise. Et vous, ce que vous faites, c'est un peu différent. Et moi, j'avais un de mes investisseurs il y a peu de temps qui me disait, mais aujourd'hui, savoir si on parle à un homme, à une femme, on s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est faire du real-time bidding en temps réel. Il est sur le site et quelque part, c'est aussi le succès également du retargeting qu'on voit en ce moment. Donc,
côté de ta société, toi, tu es plutôt dans la fourniture de ce type d'informations, de ces faisceaux de présomption sur le consommateur, je résume bien? Oui, en fait, notre cœur de métier, donc c'est le digital, vous l'avez compris. Et, le digital, a priori, est quand même aujourd'hui la matière première de collecte d'informations. Exactement. Bon, je pense qu'on n'envoie plus de mailing papier à nos clients et on a peu de moyens de les tracer là-dessus. On s'y remet, mais effectivement, ça reste marginal. Après, nous, notre proposition de valeur, c'est de dire le digital, il y a énormément de données qui sont disponibles. Il y a énormément de solutions qui permettent de collecter ces données et ça devient difficile de gérer l'ensemble de ces solutions. Voilà. Et pourquoi pas du coup fournir aux annonceurs une solution permettant de gérer cet ensemble de solutions et permettant du coup de donner un petit peu de réactivité aux équipes marketing qui sont souvent bloquées pour récupérer cette data par les process de leur IT tout simplement. Et nous, ce qu'on propose, c'est de dire, voilà, vous avez un certain nombre de solutions qui vous démarchent, qui vous disent, voilà, on peut améliorer les taux de conversion de telle manière, on peut vous proposer, il y a des solutions de real-time bidding, comme vous disiez, etc., qui permettent d'améliorer les taux de conversion. Mais pour mettre en place concrètement ces solutions, pour des moyens grands comptes, ça peut mettre 2 à 3 mois entre la décision prise de côté marketing et la mise en place concrète côté IT et l'utilisation derrière. Et voilà, je pense que c'est un problème important et voilà, il fallait trouver une solution à cela. Et voilà, le Tag Management System permet de répondre à pas mal de ces problématiques. D'accord. Voilà. Donc ce qu'on voit en gros, c'est qu'aujourd'hui, on est face à un marché où on n'a pas forcément de manque d'informations, qu'elles soient internes à l'entreprise ou exogènes, donc collectées à l'extérieur. On a vu qu'il y avait des moyens quand même pour la nettoyer, la stocker et l'analyser, grâce en particulier à la mutualisation. Donc ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Mais là, on va passer maintenant au deuxième point, qui est quand même un point important, c'est comment est-ce que j'analyse tout ça? Tu peux peut-être intervenir là-dessus. Oui, bien sûr. Alors, le challenge de l'analyse, en fait, il est étroitement connecté au challenge de l'exploration. C'est-à-dire que les deux aspects sont extrêmement liés. L'enjeu aujourd'hui, il est de gagner du temps sur ces travaux qui sont extrêmement consommateurs en énergie, à la fois humaine, en compétences et en moyens informatiques. Et l'une des façons de procéder, c'est d'essayer d'automatiser par des robots, l'usage des robots, l'exploration et l'analyse. En fait, on a tout un champ de techniques mathématiques et statistiques qui nous permettent de faire une partie du travail, pas l'intégralité. Et donc, l'un des enjeux, c'est d'éviter de passer 3 mois, 6 mois à essayer d'identifier des données qui font du sens, mais plutôt passer quelques journées pour pouvoir en fait le faire de façon complètement automatisée. Ensuite, sur la partie analyse de données, ça couvre en fait différents champs d'informations, mais donc ça va évidemment de la data visualisation, de l'analyse descriptive des propriétés statistiques de la donnée à la fois interne et externe, jusqu'au traitement du langage naturel pour les données qui sont évidemment exogènes et qui sont extrêmement mal structurées, en passant par les problématiques d'analyse de graphes et d'analyse systémique entre les données, puisque finalement, traditionnellement, on a l'habitude finalement de considérer les clients, les actes économiques qui sont faits sur ces clients, mais en fait, tout est complètement interconnecté et complètement lié, ce qui déforme en fait la vision du client et de son comportement. L'important étant surtout d'essayer de raconter l'histoire du client. Je parlais tout à l'heure de marketing prédictif, ce qui modifie fondamentalement le comportement d'un client suite à des évolutions de marché et lorsqu'on souhaite l'analyser, c'est non pas simplement de comprendre qui il est, comment est-ce qu'il réagit, mais c'est surtout de comprendre en fait quelle est son histoire personnelle ou son histoire de groupe et quels sont les facteurs exogènes qui pèsent sur lui et qui modifient son comportement. Et là, on passe à la frontière du neuromarketing et de la perception individuelle de son environnement et pas simplement de comment est-ce qu'on réagit. En fait, ce qu'on a réussi à montrer en matière d'analytique, c'est que le comportement des clients est relativement peu rationnel. Il obéit surtout à beaucoup de facteurs psychosociaux. Et l'un des grands enjeux dans l'analytique, c'est justement d'essayer d'identifier quels sont ces nouveaux facteurs psychosociaux et quel est l'impact sur les clients. Comme ils disent en politique, j'ai un peu du mal à comprendre là-dessus parce que bon, le marketing de behavioriste, il est né dans les années 60. On a en France un certain Jean-Noël Capferrer
qui, avec son copain Gilles Laurent de l'Université du Québec, a fait des livres incroyables sur le décryptage du comportement du consommateur. Les modèles fonctionnent, mais on a toujours un problème d'acquisition d'informations. On parlait d'un profil psychologique d'un client. Savoir s'il a peur du risque ou pas face à un achat signifiant pour lui, c'est pas forcément une info qu'on a. Donc comment est-ce qu'on peut résoudre ça? Et après, j'aurais besoin de ton avis aussi d'un point de vue plus consultant pour voir comment est-ce qu'on analyse aujourd'hui, soit en vertical, soit en horizontal, les marchés, pour bien comprendre ce consommateur. Oui, bien sûr. Alors, en fait, c'est un des grands défis, on va dire, scientifiques et mathématiques de pouvoir identifier le profil psychosocial et surtout sa réaction. L'une des techniques, en fait, en tout cas qu'on utilise chez Octo et qu'on développe, c'est de considérer qu'un client n'est jamais acquis, qu'il est une entité complètement volatile, un petit peu à l'image d'un marché, et qu'il subit en permanence les tensions entre des sollicitations d'achat et de vente de la part de nous-mêmes et également de concurrents. Et ce qu'on essaie de calculer, c'est la capacité de résistance ou de sensibilité par rapport à des vecteurs d'action exogènes. Et on trouve aujourd'hui sur le marché, soit chez les clients, soit en open data, soit avec des systèmes de tag, de tracking ou autre, la source qui permet d'utiliser ces modèles? Alors, il n'existe pas une source, il existe une multitude de sources d'une qualité qui est extrêmement variable. Donc ça provient évidemment de l'observation de ce qui se fait en interne, mais aussi de tout ce qui peut exister à l'extérieur. Et l'un des enjeux de la data exploration, c'est de pouvoir finalement creuser toute cette matière première pour pouvoir en identifier quelque chose et le faire à très grande échelle. Et d'où la nécessité d'industrialiser et d'essayer d'automatiser un maximum de choses. Arnaud, pour Bluestone, un avis là-dessus, justement, sur comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui à profiler, c'est le terme un peu à la mode, le consommateur, effectivement, et est-ce que ça marche d'ailleurs? Alors, ça fonctionne, oui. Par rapport aux discussions qui viennent d'avoir lieu et sur le volet analytique du Big Data, alors moi ce que j'observe aujourd'hui, c'est une sorte de changement dans les usages des méthodes analytiques qui existent et qui existent depuis un certain temps. Déjà, ce que je voudrais dire, c'est que le Big Data n'a rien inventé en termes scientifiques, mathématiques et algorithmiques. Simplement, il offre des technologies qui permettent de mettre en œuvre aujourd'hui de façon assez rapide et sur de grands volumes de données, des algorithmes qu'il était parfois difficile d'appliquer. Et je voudrais juste faire la distinction entre deux approches qui sont les fondements de la statistique. L'approche dite fréquentiste, où on s'intéresse à des groupes, et puis on s'intéresse à des moyennes comportementales sur ces groupes. Et c'est un peu là-dessus qu'on a fondé le marketing quantitatif ces dernières années, où on a fait, on a fait du RFM, et puis après on a fait des segments, et on a fait du ciblage sur ces segments, dans une logique qui était une logique de planification des actions marketing. Donc j'avais des actions, et par rapport à ces actions, je créais des segments de clients pour voir à qui j'adressais tel ou tel message ou tel produit. Et ce qui est en train de se produire aujourd'hui, et notamment face à la pression concurrentielle, face à l'accélération, au changement des modes de décision des consommateurs qui s'autodéterminent davantage, qui sont moins sensibles aux éléments de langage de la marque, qui sont sur les réseaux sociaux, etc. Ce qu'on observe, c'est de plus en plus de volatilité dans les comportements et une difficulté à l'aide de ces approches statistiques fondées sur les groupes à appréhender les comportements. Et de plus en plus, on va vers des modèles qui sont dits d'inspiration bayésienne, où on va s'intéresser à l'individu lui-même. C'est-à-dire, on ne va pas dire à quel groupe il appartient et puis en fonction de ça déterminer des actions. On va dire, cet individu-là, qui est-il? Que fait-il? Dans un cercle extrêmement proche, à qui ressemble-t-il? Et que font ceux qui lui ressemblent? Mais quand je dis ceux qui lui ressemblent, on n'est plus dans des groupes de 20, 30, 50, 100 000 clients. On peut être sur des groupes beaucoup plus fins, fondés sur une analyse comportementale. Et le Big Data me semble d'inspiration assez proche de cela. Mais ce que je voudrais ajouter par rapport à ça, et j'ai entendu un jour dans un séminaire l'un de mes confrères dire, du coup avec le Big Data, on met en place des modèles, des moteurs, et on n'a plus besoin d'être intelligent. En gros, on fait de l'algorithmique, etc. Ce qui me semble totalement décalé de la réalité. Effectivement, on a des modèles mathématiques et statistiques qui permettent de faire ce genre de choses, mais la question d'une part de la construction de ces modèles et puis la question du contrôle
de ces systèmes me semble extrêmement importante. Le risque étant de développer des boîtes noires de recommandations, etc., sur lesquelles on perd le contrôle et même le sens marketing qui est dicté par ces méthodes de recommandation. Pour avoir souvent utilisé des modèles bayésiens, c'est quand même des configurations dans lesquelles on se retrouve parfois, le modèle accouche d'un truc et on se dit « Ah, et maintenant qu'est-ce qu'on en fait ?» quoi. Donc il y a Marion qui piaffe d'impatience de prendre le micro pour témoignage SFR, et après j'aurais besoin de ton... En quoi est-ce que la sémantique et le web sémantique peut aider là-dessus? En fait, je voulais rebondir sur ton témoignage parce que nous, c'est exactement ce qu'on fait, et ça marche. C'est-à-dire que on essaie de coupler des approches prédictives qui sont, on va dire, l'historique de ce qui était fait en data mining, mais depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans, on développe aussi des approches qu'on appelle plus sur base d'événements à chaud, c'est-à-dire qu'on rebondit vraiment sur le comportement réel du client et on essaie de le faire le plus en temps réel possible. C'est-à-dire qu'en fonction de, par exemple, ce qu'il va faire dans son parcours, mais pas forcément que sur le web, aussi à d'autres endroits, au service client ou en boutique ou autre, ou de ce qui lui arrive finalement dans sa vie et qu'on arrive à capturer, on va mettre en place des actions. Alors souvent de fidélisation ou d'upsell ou de cross-sell. Et on observe en fait que ces deux approches à la fois prédictives et à chaud sont complètement complémentaires, qu'on ne capture pas exactement les mêmes clients et que donc on augmente l'efficacité de nos dispositifs et que ça ne s'exclut pas, l'une ne remplace pas l'autre, mais que vraiment elles se complètent et que du coup ça a une efficacité accrue. Et je pense qu'en fait, la vraie révolution du big data, quand on parle du temps réel et tout ça, c'est d'être capable, au-delà des analyses descriptives sur la base des volumes de données, de rebondir sur tout le comportement réel du client et de le traiter le plus rapidement possible. Donc, il faut capturer en temps réel, mais savoir traiter derrière. Parce que la capture en temps réel, elle est facile. Ce qui est compliqué, c'est de savoir réagir rapidement avec la bonne proposition. Et c'est le mélange de tout ça qui fait qu'on est plus pertinent et c'est ça qui fait une vraie rupture parce qu'il faut être capable aussi de venir s'insérer dans le parcours du client et ça c'est assez complexe à mettre en œuvre dans les systèmes d'information et les process. On y reviendra dans la dernière partie de ce keynote au niveau justement des cas réussis et d'exemples très concrets. En quoi est-ce que Thierry, en quoi est-ce que le web sémantique peut nous aider à comprendre le consommateur? Moi personnellement, j'ai jamais rien compris au web sémantique déjà, donc il va falloir tout m'expliquer. Mais... Alors je vais vous expliquer d'abord qu'est-ce que c'est que le web sémantique. C'est un concept qui est vieux. C'est Tim Berners-Lee qui l'a posé, qui est l'inventeur du lien hypertexte, qui est le président du W3C. Alors en quoi ça consiste? Si je vous dis voilier ou volant, vous humain, tout de suite vous l'associez à quelque chose. Un volant, vous l'associez à une voiture. Un voilier, vous en avez une image mentale, vous voyez des voiles et un bateau qui navigue. Les machines, non. Aujourd'hui, quand vous tapez dans Google ou chez Bing, ou chez Bing, une combinaison de mots-clés, je sais pas, voiture Mercedes Paris, ben, c'est une chaîne de caractères. Les machines vous servent des résultats de pages. La première, c'est la plus belle, ou les liens sponsorisés en premier. Puis après, c'est la plus belle page naturelle sur ces mots-clés-là, et ainsi de suite. Mais les machines ne comprennent pas le mot voiture, le mot Mercedes, le mot Paris, par exemple. Donc le web sémantique, c'est apprendre aux machines à à relier les objets et les modèles, les schémas sur le web. C'est ça le principe. C'est-à-dire que les machines puissent associer les choses comme notre cerveau les associe. Comment on fait? Pour faire ça, le principe, c'est de microdater les choses. C'est-à-dire que, prenez un mot, on va dire le mot cheminée, il va avoir un identifiant unique sur le web, qui est donné par un site où Microsoft, Google et le W3C se sont entendus, qui s'appelle schema.org. Et ce mot-là, il va avoir un ID unique, un genre de code barre. Et quelle que soit la langue du monde, il aura le même code barre. Mais ça, c'est une chose. On dit le mot, voilà, tel code barre. Mais après, il faut le relier. La cheminée, ça peut être la cheminée d'un boulanger. Alors, il y a le feu, on fait le pain, il y a de la fumée. Tous les mots vont être reliés. Ça, c'est le schéma. Ça va être très long à faire. On est parti sur peut-être 10, 15, 20 ans de micro-tagage des mots, des pages. Mais quand on l'aura, les machines auront les schémas et auront la même logique que nous. Et on pourra relier les objets et les graphes. C'est-à-dire qu'en gros, tous les chemins mènent à Rome. En partant d'un mot, d'un seul mot, quelle que soit la langue, vous pourrez parcourir tous les mots du monde. Bon. Et le principe, donc, c'est d'apprendre aux machines à penser comme nous. Et on pourra parler en langage naturel aux machines dans le futur.
Et on va pouvoir obtenir vraiment un nouveau web, c'est un nouveau paradigme. C'est ce qu'on appelle un peu le web 3.0. Et donc le micro-tagage, c'est quelque chose de vraiment très important, mais c'est compliqué à faire, c'est long. Ça concerne principalement l'Internet, le web, pas seulement, hein, le micro-tagage peut se faire un peu partout. Mais il est obligé d'être on-page, c'est-à-dire qu'on ne peut micro-taguer que sur la page. Donc c'est compliqué parce qu'une page est faite de langage HTML, et il faut aller pousser le HTML pour venir définir les mots et mettre les micro-tags qui font référence et qui vont donner aux machines la compréhension humaine et donc le langage naturel. Donc en tout cas, ce n'est pas quelque chose dont on peut bénéficier aujourd'hui pour qualifier toujours davantage notre consommateur. Ce n'est pas encore implémenté, ce web sémantique aujourd'hui. C'est en train d'être fait, mais c'est long et compliqué. Par exemple, aujourd'hui, pour faire un site web, on utilise ce qu'on appelle un CMS. Oui. Ben, le CMS n'inclut pas du tout de micro-taguer les mots au fur et à mesure qu'on les tape. Voilà. Il faut le faire à la main, c'est les équipes de développement qui le font. Il y aurait une autre solution qui aurait été possible, mais qui est refusée par les moteurs de recherche. Il y a le langage XML, qui est un langage sur l'Internet qui permet de décrire les choses, qui sont des fichiers à côté des pages web. Ça aurait été assez simple de faire ça comme ça. Sauf que les moteurs, que ce soit, enfin surtout Google, qui est quand même le leader dans la recherche, a dit non, on va nous truander, on va faire du black hat, ce qu'on appelle en référencement. Donc on veut que ce soit on-page. Et là, ça pose des problématiques un peu compliquées. Ça viendra. Un jour, on aura des CMS pour faire des sites qui permettront de micro-taguer les choses. Mais comme chaque mot a son identifiant unique, si vous tapez une phrase bête, le bateau vogue sur l'eau, bon ben oui, il faut dire que le bateau, quel objet c'est, quel référentiel, l'eau, quel référentiel, vogue, quelle action, etc. Donc c'est long et compliqué. Ça se fera, mais c'est vraiment les balbutiements. Bon, donc là, on est sur une prochaine frontière qui nous attend. Je voudrais qu'on aborde maintenant le sujet important de comment est-ce qu'on traduit tout ça en action. Et puis tiens, au hasard, Hélène, vous allez intervenir là-dessus. Tiens, la traduction en action, c'est souvent la bouteille à encre, parce que je pense qu'on en est tous d'accord. Là, c'est du jus de cerveau et c'est de l'humain. Et on retombe dans ce que Marion disait au niveau des fonctions marketing. Passons un peu de temps là-dessus. Comment est-ce qu'on traduit la création de valeur qu'on a appris de la donnée en action, en plan marketing? Alors, on va parler principalement de digital, j'imagine. Allô, pas forcément. Il va falloir parler très fort parce qu'on a de la concurrence à côté, sauf à ce que quelqu'un veuille bien aller se dévouer pour aller leur débrancher la prise des haut-parleurs. Mais... Alors dans la stratégie, en fait, nous, on ne travaille pas uniquement sur le digital parce qu'on voit que par moment, pour certaines communications et pour certaines personnes, le papier a du sens aussi. Donc en fait, l'idée, c'est de vivre, enfin, c'est de travailler en tant qu'annonceur comme les clients vivent. C'est-à-dire qu'en fait, par moment, ils ouvrent une lettre, ils vont souvent sur le site, ils vont en point de vente et de faire en sorte que tout soit traçable, à la fois tout ce qui est digital, mais aussi, par exemple, sur les points de vente en mettant des éléments digitaux, des applis qui fonctionnent, des tags, des QR codes en magasin. On peut rendre aussi le point de vente digital et faire en sorte qu'on puisse tracer toute la chaîne de valeur. Donc on utilise vraiment l'ensemble des canaux et pas seulement ce qui se passe sur le site pour comprendre en fait le comportement des clients dans le digital. Et en termes d'action, donc en fait évidemment l'idée c'est tout ce qui est CRM qui permet d'avoir une vision, comme expliquait Marion, beaucoup plus riche et en temps réel et interactive, mais aussi par exemple sur la partie média avec le développement de l'ad exchange et le fait de pouvoir qualifier les cookies. Ça permet en fait de faire des économies en termes de médias et par exemple pour un annonceur de ne pas repayer en contact média les visiteurs de son propre site. Et donc ça permet à l'annonceur en fait finalement de donner une valeur à certains types de cookies et plus forte ou moins forte pour des cookies qu'il a déjà dans sa base et donc de pouvoir mieux réinvestir ses coûts sur une stratégie cohérente globale de la communication. Julien, un petit mot peut-être là-dessus sur la traduction en action, non? Alors, je pense que j'ai pas de chance. Sur la traduction en action, effectivement, c'est une action qui est essentiellement humaine et qui nécessite beaucoup d'intelligence à la fois métier, marketing, web. En fait, l'un des gros challenges, c'est notamment sur toute la partie real-time. C'est-à-dire que justement, lorsqu'on n'a pas les moyens en temps
pour pouvoir finalement capter un nouvel événement ou une nouvelle histoire qui se passe autour d'un petit groupe de clients ou d'un client unique et lui reproposer quelque chose. Et donc là, à ce moment-là, finalement, on est obligé de passer par un intermédiaire qui est une machine qui va lui être capable de proposer un nouveau produit, un nouveau service, de tenter de retenir un client. Et la grande difficulté, c'est de rendre adaptatif ces machines qui gèrent cette partie temps réel. Et aujourd'hui, on est confronté à beaucoup de difficultés à réussir à resynchroniser et à rendre adaptative ce segment de la mise en action real-time. Je suis en train de regarder les questions là, tout en écoutant tes paroles évidemment, et je crois qu'il faut qu'on fasse absolument une parenthèse sur la notion de privacy et de protection de la donnée individuelle. Déjà parce qu'à l'instant tu viens de parler de cookies et que ça vient de faire péter dans tous les sens. Bah oui, après tout on a tous des cookies, on les accepte ou on les refuse. Alors je vais demander, je sais que toi Arnaud tu avais un sujet là-dessus au travers du SNCD parce que c'est quand même des sujets qu'on encadre, et après prenez la balle au bon, je pense que côté SFR, et Dieu sait que les opérateurs en France se font taper dessus à la première occasion sur le sujet. Donc ma première question c'est, peut-on vraiment tout collecter ? Et si oui, dans quelles conditions? Et la deuxième question que j'aurai derrière, c'est si demain ça change, est-ce qu'on arrive encore à faire un marketing efficace? Et on parlait en introduction des 30 à 40% d'augmentation de ROI. Laissez-le parler, El Kabbach. D'abord, effectivement, ça change et ça change beaucoup. Vous savez que les lois viennent de la communauté européenne. J'ai l'honneur, le privilège de représenter notre profession ici au sein du syndicat national de la communication directe et de m'occuper notamment de la prospective et de l'innovation. Donc le big data en fait partie. On a une commission lobby. Voilà, on se doit, nous, bons praticiens, d'utiliser les bonnes pratiques qui sont celles de la CNIL et du législateur d'une manière générale. Mais les frontières sont en train de se resserrer. Je mets ma casquette militant pour vous dans la salle, pour nous. On représente 180 000 emplois en France, directs. Donc ce sont les gens qui utilisent les datas, les gens qui les manipulent, aussi bien les annonceurs que les agences, etc. 180 000 personnes 180 000 emplois et 500 000 emplois indirects. Nous sommes une industrie aussi grosse que l'industrie automobile. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les frontières sont en train de se resserrer. Pourquoi? Parce que les Américains montrent peut-être un mauvais chemin parfois sur l'historisation des données, l'hyper-personnalisation, et donc les réseaux sociaux sont très très permissifs autour de ça. Le législateur, lui, en ce moment, il est en train de réduire la voilure et depuis la communauté européenne, donc Viviane Reding, mais aussi notre gouvernement, il y a un certain nombre de textes qui sont en cours d'élaboration sur réduire cette permissivité. On parle de la donnée personnelle du cookie, on parle de la donnée personnelle de l'adresse IP. Attends, est-ce que le cookie aujourd'hui, désolé, là je veux vraiment être précis, est-ce que le cookie est considéré comme une information personnelle en Europe? Écoute, le vent va dans ce sens-là. Mais c'est pas le cas aujourd'hui, on est d'accord? C'est pas le cas. L'adresse IP est une donnée personnelle, ça c'est réputé fait. D'accord. Donc voté. La géolocalisation associée à l'adresse IP est considérée comme une information personnelle. Absolument. Ouais, c'est une paille quand même. D'accord. Ouais. Et les textes qui sont aujourd'hui en préparation, c'est un opt-in par canal. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est un opt-in par canal. Vous allez demander à quelqu'un. Marion refuse. Hein. Ah, voilà. Mais tout le monde refuse. Donc un opt-in par canal, c'est demander par texto à quelqu'un s'il veut recevoir des textos, par courrier s'il veut recevoir des courriers de chaque annonceur. Il y a un certain nombre de bonnes pratiques qu'on essaie de mettre en place, notamment Pacitel. Marion connaît bien ça, on travaille sur ce sujet pour SFR. Pacitel, j'en fais la promo, je serai peut-être un tout petit peu long sur le sujet, c'est la liste noire des numéros de téléphone. Il n'y en a pas beaucoup de publicité parce que ce n'est pas encore légal, ça le sera à la fin de l'été. Donc préparez-vous, le texte est en préparation, il sera voté en première lecture. Ça veut à la dire fin quoi en d'été. 2 mots, Arnaud? Je comprends pas. Vous allez sur pacitel.fr, vous pouvez le faire maintenant, vous mettez votre numéro de téléphone fixe ou mobile et normalement vous ne pourrez plus être prospecté par un annonceur. Si vous êtes si jamais par exemple c'est un abonné SFR qui donne son numéro de mobile, et SFR a encore le droit de lui écrire, non? Alors ça ne marche pas pour les clients, c'est-à-dire que si vous êtes client et que vous avez donné un opt-in, alors évidemment on pourra communiquer avec vous. Si vous êtes prospect, je ne sais pas s'il y a des vendeurs de cuisine, mais voilà, recevoir un appel de vendeur de cuisine à 20 h chez soi, c'est très intrusif.
C'était peut-être une caricature, mais voilà, on est en train de venir à des choses très permissives. J'en appelle d'ailleurs tous mes co-religionnaires à participer activement à ces travaux de lobby et à être membre du SNCD, de manière à ce que effectivement notre profession puisse être bien représentée. Jacob, il y a une question pour toi, j'avoue que pourquoi pas. Le fait que, j'imagine, dans le cas de Microsoft, soit une société américaine qui héberge les données, on me parle de la loi FISA aux États-Unis. Bon, en gros, je pense que la grosse crainte, c'est qu'on pense que les États-Unis sont plus permissifs que l'Europe au niveau des données personnelles. Est-ce que ça, est-ce que tu as une réponse là-dessus? La question vient de tomber, je te la passe au bon. Est-ce que j'ai le droit d'avoir un joker pour ça? Non, enfin oui, tout à fait, tu as le droit d'avoir un joker. Mais non, c'est un sujet technique. Est-ce que les États-Unis sont plus permissifs? Pas nécessairement, mais ils sont différents. Ouais. Et ils ont une vision qui est potentiellement différente du sujet aussi en termes de l'opportunité économique que cela représente. Enfin, il y a un sujet d'actualité, donc je vais éviter de m'exprimer trop lourdement sur le sujet, puisque c'est sorti depuis quelques jours. Il reste que cette question de données privées, Arnaud disait que c'est 180 000 emplois en France. Plus globalement, il y a une évidence qui émerge que les données personnelles sont un facteur économique fondamental. Il y a un certain nombre de rapports de la Banque mondiale qui le décrivent comme le nouveau pétrole. Globalement, la fluidité de l'utilisation et du contrôle sur les données privées va être un facteur fondamental du développement économique des prochaines années. Après, on peut souhaiter ne pas l'avoir, mais c'est un choix qu'il faudrait faire en une certaine transparence. Sinon, globalement, enfin, dans un point de vue de Microsoft sur le sujet, fondamentalement, on pense que l'essentiel est dans le contrôle et la transparence. Autrement dit, je sais ce que je donne et je sais ce que j'ai en retour. C'est un acte qui est un acte d'échange. Je laisse quelqu'un utiliser mes données personnelles à condition de pouvoir avoir un bénéfice en retour. Si je sais ce que j'obtiens, je peux décider de le faire. Une grosse partie de la problématique aujourd'hui est essentiellement dans l'opacité de ce type d'activité. Ensuite, la réalité opérationnelle qui est derrière commence à devenir d'une complexité assez terrifiante, notamment avec des textes législatifs en préparation qui, en toute honnêteté, sont difficilement applicables d'un point de vue purement technologique. On a pris le cas tout à l'heure de « je peux refuser de recevoir de la prospection ». Ça a l'air facile, je suis client, j'ai le droit. Sauf que quand on prend une activité comme celle de Microsoft, où nous avons quelques centaines de produits, je peux refuser d'être contacté pour un produit, ça me rend incontactable pour l'intégralité des autres produits sur lesquels pourtant je suis client. Et c'est une difficulté que nous avons à gérer quotidiennement. Pour le moment, on est plutôt dans une optique assez forte dans l'intégralité de nos activités marketing Microsoft en France. Globalement, quelqu'un refuse d'être contacté sur une des activités de Microsoft, il est blacklisté pour l'intégralité des choses. C'est pas tellement vivable, mais c'est la réalité aujourd'hui de ce que nous sommes censés faire. Et alors si jamais demain on n'avait plus le droit de stocker une adresse IP et donc une géoloc, si on n'avait plus le droit de poser un cookie sur un site pour tracer, faire du tag et suivre un consommateur, voire n'avoir aucun moyen de communiquer avec lui de manière personnelle en push, donc pas de numéro de mobile, pas d'email, parce qu'on n'a pas eu l'accord, etc. Est-ce que la performance marketing s'écroule ou est-ce que tous ces systèmes qu'on voit, le retargeting, qui fait qu'on va une fois sur un site chercher un voyage et on voit les bandeaux associés à ce voyage partout où on surfe pendant 15 jours. Ça paraît faire du sens. Bon, allez, là je lance la balle à l'ensemble de l'auditoire ici, là, de mon panel. Qui a une réponse par rapport à ça? Est-ce qu'on est en danger par rapport à la suppression de ces informations? Il est courageux. Oui, c'est bien. Vas-y, Bruce. Toutes les solutions dans le domaine du digital, en particulier les solutions de real-time building et autres, sont basées sur des cookies. Donc pour les néophytes, les cookies, c'est des fichiers texte qui sont placés sur les navigateurs et qui permettent de stocker des informations personnelles ou non sur notre navigation. Et donc la réponse est oui. Si demain, la CNIL ou de manière plus générale, il y a une loi européenne qui passe et qui dit que les cookies ne sont plus utilisables à des fins je dirais, promotionnel, ça signe la mort de nombreuses sociétés technologiques et effectivement derrière cela ça signe aussi une baisse en termes de capacité de ciblage pour les annonceurs et on reviendra clairement en arrière sur des technos
qu'on utilisait auparavant, avant que le real-time bidding arrive et autres. Et, alors par exemple, ce serait quoi le rétropédalage que le marché serait amené à faire? Par exemple, moi je vais parler d'un domaine que je connais, qui est le domaine du Web Analytics. Auparavant, dans le Web Analytics, avant l'invention de la technologie JavaScript, on utilisait les logs des serveurs. Cette techno-là n'utilise pas les cookies, et ça serait typiquement une technologie qu'on pourrait utiliser pour pallier à ce manque, sauf que c'est beaucoup moins précis et on utilise toujours, même dans le domaine des logs, des IP, et du coup il y aurait aussi un problème à ce niveau-là. Je pense pas qu'on va y arriver, dans le sens où on l'a vu récemment dans l'actualité, il y avait une nouvelle version de Firefox donc Firefox 22 qui empêchait la mise en place de cookies, d'un certain type de cookies. Et il y a une réaction forte de l'industrie qui a fait que Firefox est revenu en arrière, et du coup ça ne va pas être mis en place dans le dernier Firefox. Ce qui montre bien que on est là, je dirais, dans une phase où il y a l'industrie publicitaire qui pousse pour que, bien sûr, on ait ses droits, mais qui est prêt à faire des compromis. Et d'un autre côté, il y a les associations de consommateurs et autres qui poussent pour qu'on puisse quasiment pas plus rien faire, mais faire beaucoup moins de choses qu'aujourd'hui. Donc à mon avis, il faut simplement trouver un compromis qui mettra, à mon avis, pas mal de temps à se trouver, mais voilà, on y arrivera, et on arrivera à continuer. Tu veux intervenir? Après, j'aurai une question pour Marion là-dessus. Oui, alors effectivement, parce que je vais aller complètement dans le sens de ce qui a été dit, mais je vais rajouter quand même une info, c'est que en fait, il faut aussi bien expliquer au pouvoir public, et notamment dans le cadre des actions du SNCD, etc., qu'il faut voir qu'est-ce que veut le consommateur. Fondamentalement, ce que ne veut pas le consommateur, c'est recevoir des messages qui sont non ciblés, non pertinents à la base. Et que si tous les annonceurs font du bon boulot au niveau data mining, au niveau statistique, les consommateurs vont se mettre à recevoir les bons messages, et ils vont cesser de recevoir du spam, et c'est ça qu'ils veulent. Donc le but du data mining, le but du big data, c'est justement d'envoyer des messages pertinents. Le combat qui consiste à dire j'empêche les annonceurs de collecter de l'information, etc., va dans le sens inverse. Donc on constate qu'en fait certaines actions de consommateurs, il faut qu'ils découvrent en fait comment fonctionne la statistique, parce que la statistique n'est pas intrusive. Au contraire, là, on peut faire de la statistique avec des données totalement anonymisées. Et c'est seulement une fois qu'on a le résultat des modèles qu'on va les appliquer et qu'on va les décliner pour chacun des consommateurs. Donc la statistique n'est pas intrusive. Elle permet de prédire le comportement d'un grand groupe d'individus. Elle ne permet pas de prédire le comportement d'un individu individuel. Ça fait partie des fondements. Ce sont des choses qu'il faut répéter, qu'il faut expliquer. Et si on explique ça, en fait, le problème tombe complètement, puisque en fait, plus vous allez être pertinent dans votre ciblage, plus le consommateur il va être content. Et on revient à ce que Marion disait tout à l'heure, c'est du win-win en fait. Oui, enfin ça peut quand même... On peut aussi avoir un mouvement dans la société qui consiste à trouver flippant de faire quelque chose sur le web et de se rendre compte que c'est réutilisé de manière incroyablement fine. Voilà, donc là après tout c'est un débat de société, on ne va pas rentrer là-dedans maintenant. Il nous reste à peine une demi-heure et je voudrais qu'on parle de cas concrets. Alors ceux d'entre vous, en une minute, un exemple réussi d'utilisation du big data. Arnaud, je sais que tu nous avais parlé d'un cas assez intéressant. Mais vas-y, commence et après chacun prend la balle au bon. Alors on peut le citer, c'est un cas public. La carte de fidélité Système U est basée sur le détail de tickets d'achat. Depuis très longtemps déjà, on héberge cette base de données et on fait une étude tous les mois où on envoie un bon vieux mailing papier où les fabricants en fait négocient avec le distributeur sur 45 coupons. Alors c'est la fréquentation d'univers d'achat. Évidemment, si vous avez aimé la boucherie, venez aussi à la poissonnerie. Mais c'est aussi beaucoup plus fin sur le type d'achat. Donc on utilise toutes les données comportementales passées avec les opt-in. Et on essaie de trouver les bonnes combinaisons de coupons pour pouvoir envoyer tous les mois le bon coupon. Alors j'étais hier
sur un salon concurrent avec Neolan, il y avait Don Peppers, j'ai discuté avec lui, le fameux Don, pour ceux qui le connaissent. Le one-to-one, ouais. Le one-to-one marketing. Et donc, on parlait de cette application, il m'a dit, mais effectivement, c'est un très très bon exemple de one-to-one parce que, en fait, il y a 5 millions de clients et tout le monde reçoit une combinaison différente des coupons qu'il va utiliser. Parce qu'on est dans le digital, on est bien d'accord. Et on n'est pas dans le digital. On pousse sur l'application du consommateur. Alors, on pousse du papier avec une combinaison de coupons. Et la ménagère de moins de 50 ans qui a besoin de pouvoir d'achat en ce moment utilise ses coupons dans le point de vente avec des taux de retour qui sont extrêmement forts. Donc on parle bien d'une analyse de la base de données des tickets qui se traduit par l'envoi postal de coupons papier personnalisés. Absolument. D'accord, intéressant. Un exemple je crois que tu avais un éditeur de jeux vidéo, sauf erreur, qui avait fait des choses. Tout à fait, on a eu le témoignage déjà de la société Ubisoft pour qui on est en train de mener un projet Big Data actuellement. Je ne veux pas trop détailler le projet parce que ce serait trahir des secrets. Non mais c'est intéressant parce que le jeu vidéo est réputé pour être incompréhensible et insaisissable, pas vrai? Les succès et les échecs dans le jeu vidéo, c'est compliqué. Alors c'est des industries très similaires aux opérateurs télécoms en fait, puisque les enjeux sont énormes, les investissements sont énormes et se font très longtemps à l'avance. Donc il ne faut pas se louper dans la conception d'un jeu vidéo, et pour ne pas se louper dans la conception d'un jeu vidéo, il est absolument indispensable de bien comprendre comment les gens évoluent à l'intérieur de ce jeu et qu'est-ce qui va driver les comportements. Et donc ça, alors, est-ce que c'est déjà traduit en action sur le marché ou on est encore en phase de nettoyage, analyse, création de valeur déjà? On est dans une phase intermédiaire entre ces deux phases-là. D'accord. Marion, est-ce que tu peux nous donner, sans rien dévoiler de secret, mais c'est toujours intéressant dans un monde aussi important que les opérateurs, un exemple où est très pragmatique d'augmentation du retour ou de la fidélité ou via le big data bien sûr? Nous, en fait, on travaille pas mal, comme je le disais, sur du cross-canal. Et donc, l'enjeu, c'est d'avoir des offres cohérentes à la fois en point de vente, au service client ou sur le web. Et donc, de pouvoir mettre à disposition des clients un catalogue cohérent de propositions. Donc le Big Data nous permet par exemple d'essayer de comprendre quels sont soit les clients qui ont le plus de valeur pour nous ou alors qui sont les plus à risque parce qu'ils auraient potentiellement envie de nous quitter. Et du coup d'adapter le niveau de générosité qu'on peut mettre dans nos offres pour que ce soit intéressant pour le client mais en même temps que ça ait un bon retour sur investissement pour nous. Donc on peut être en mesure du coup de proposer des offres un peu plus spécifiques en fonction de ce qu'on connaît, soit de leur appétence à certains produits, parce qu'on aura modélisé que par exemple ils ont déjà une ligne mobile mais qu'on sent qu'ils auraient envie éventuellement d'une offre fixe chez nous, ou alors leur proposer un renouvellement de mobile pour ceux dont on sentirait qu'ils seraient proches de vouloir nous quitter, un renouvellement mobile à un prix assez attractif. Et ça en cross-canal. Donc c'est le genre de choses qu'on fait. Et après, tu me réponds si tu sens que tu en as le droit, mais est-ce que c'est en push ou en pull? Est-ce que c'est une offre adaptée au consommateur quand il appelle SFR? Justement, c'est les deux. C'est tout le challenge. C'est que historiquement, c'était essentiellement en push sur ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, les canaux sortants. Donc nous, on émettait des mails, des SMS, des appels sortants en télévente. Mais maintenant, on a tous les outils et on le fait pour proposer ça aussi, ce qu'on appelle en entrant, donc en pool. C'est-à-dire qu'il va avoir la même proposition, soit si c'est nous qui émettons un message, soit si c'est lui qui arrive. Quelque chose de très cohérent en cross-canal. Après, ça va fluctuer en fonction de si son contexte à lui fluctue ou pas. Mais normalement, on est bien avancé et à peu près cohérent sur tout ce qu'on peut proposer comme contact à la fois en pull et en push. Donc et le pull est amené bien évidemment à se développer et a beaucoup de potentiel non exploré pour l'instant. Et beaucoup moins intrusif, on revient sur ce qu'on disait. Tout à fait, oui, d'où ma question, absolument. Ça fonctionne également en pool, lorsque spontanément le consommateur ouvre un dialogue avec la marque. Exactement. Ça veut dire qu'en temps réel, si j'appelle un call center SFR, l'opérateur qui va me répondre a la fiche client avec les informations concaténées et importantes pour lui. Non, justement, parce que dans le cadre du respect des données personnelles,
justement, on ne met jamais à disposition. Il a le moins d'informations possible, on va dire, personnel sur le client. Oui. On lui met à disposition l'offre adaptée au client, mais il ne va pas savoir que cette offre, c'est parce que la personne a fait telle ou telle chose ou autre, puisque justement, les propositions, elles auront été déterminées par rapport à des données anonymisées sur des groupes de clients. Mais donc le vendeur ou le chargé de clientèle n'a jamais accès à des données personnelles. Il a le résultat. Voilà, il a le résultat et c'est très orienté action sur ce qu'il peut proposer. Et ça, c'est très important. On est très respectueux, CNIL et tout ça, parce qu'on est opérateur de confiance et on est très pointilleux là-dessus. Super. Arnaud, quelques exemples. Un exemple qui te paraît saillant comme ça de réussite autour du big data? Oui, parmi d'autres, un exemple dans le domaine du tourisme et du transport. Alors, un des enjeux importants... Parle plus fort, laissez le son. Vous entendez au fond? Un exemple... Bof, hein. Ouais. Je vais crier dans le micro. Un exemple dans le domaine... Allez les débrancher là-bas aussi. Personne ne se lance, hein, franchement. Donc dans le secteur tourisme, transport, donc un des enjeux importants en la matière, c'est l'exploitation maximale des capacités. Pour ça, les opérateurs de tourisme, de transport font ce qu'on appelle du revenue management, à savoir une adaptation dynamique des prix pour monter les prix quand il y a une forte demande et éventuellement les baisser pour remplir les capacités quand la demande est faible. Alors traditionnellement, ça s'appuie sur des modèles analytiques qui consistent d'une part, et c'est assez complexe, à déterminer ce qu'on appelle des courbes de montée en charge nominale des réservations. À savoir, compte tenu du produit que je propose, qui peut être un voyage, un hôtel, peu importe, à une date déterminée, voilà quelle est la forme de la courbe attendue, compte tenu du passé, de ce que l'on sait de nos ventes. Et puis, en fonction des courbes de montée en charge réelle des réservations, il y a une adaptation des prix qui dépend de la sensibilité des ventes au prix, des élasticités. Donc ça, c'est le schéma classique, traditionnel, qui est déjà fortement consommateur d'analytique. Et d'ailleurs, certains opérateurs traditionnels s'appuient sur le big data déjà pour faire ça. Et puis d'autres, en l'occurrence, qu'on a accompagnés, vont un cran plus loin en se disant mais finalement, l'adaptation des prix, c'est peut-être aussi intéressant de la faire en tenant compte non seulement de ce qu'on a observé du passé des comportements de nos clients, mais aussi de ce que fait la concurrence sur des produits similaires à l'instant où moi je cherche à les commercialiser, et puis d'événements externes, et en particulier la météorologie, puisque ce qu'observe ce client, c'est que de plus en plus, ses clients à lui se déterminent très tardivement dans ses décisions de voyage. Voilà. Oui, c'est une réalité. Et donc ça a déstructuré le modèle historique basé sur les années antérieures. Ça ne l'a pas déstructuré au sens où c'est une piste qui permet d'aller plus loin et d'enrichir les modèles de yield management avec d'une part les prix de la concurrence et d'autre part des événements externes de météorologie pour venir modifier les algorithmes de fixation dynamique des prix en tenant compte des faits et d'éléments qui ne sont pas seulement des éléments internes mais des éléments externes, ceux de la concurrence, ceux de la météo, et on peut en imaginer d'autres. Excellent. Hélène, un exemple? Nous avons en fait un exemple de best practice chez Galeries Lafayette et qui est plus confidentiel puisqu'ils ont lancé depuis le mois dernier leur nouveau programme à l'ensemble de leurs points de vente. Et on a travaillé en sous-marin avec les équipes marketing client pendant plus d'1 an et demi sur justement une stratégie sur les magasins pilotes différenciés en test and learn qui intégrait justement toute la big data, le comportemental analytics et aussi toutes les données géomarketing, puisque tout ce qui est information géomarketing, c'est très intéressant aussi pour donner des données exogènes et contextuelles, et notamment en période de crise. Et en fait, en travaillant sur cette stratégie nouvelle qui intégrait le comportemental, on a pu démontrer aux directeurs de magasins qui ont vraiment les pieds sur terre et qui sont vraiment focusés business, que le business a pu être augmenté de plus 20% avec des coûts de communication qui faisaient moins 10%. Et avec des résultats comme ça, ils ont obtenu le go pour le déploiement du programme au niveau national. Et donc c'était vraiment intéressant de pouvoir faire ces démonstrations concrètement. Et donc de mesurer que le plus 30%, on y arrive alors en mixant du gain ou de la réduction de coûts selon les enjeux d'entreprise. Et donc ça veut dire que
une bonne utilisation du big data, ça fonctionne Ça, aussi quelque complètement, part sur tout des à fait. métiers historiques Et comme ce le sont bon des- vieux brick tout and à fait. mortar. Et ce sont des gens experts. Et donc, en fait, ils faisaient déjà du CRM depuis longtemps. Donc là, Oui. on a vraiment pu tester l'écart entre la nouvelle vision Ouais. CRM différenciée qui exploite la big data versus le programme ancien projeté. Et donc, le plus 30, c'était vraiment par rapport à une stratégie classique et déjà de haut niveau. Enfin, Tout à fait, oui. Voilà. Excellent, merci beaucoup. Jacob, un exemple qui te vient en tête? J'ai un peu l'embarras du choix. Je crois que je vais revenir sur Bing d'abord. Non, mais j'aime bien Bing aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Non, Bing, en fait, c'est pas une analyse de l'ensemble du web de manière statique. Globalement, chaque réponse à une requête sur un moteur de recherche comme Bing, mais ça vaut évidemment aussi pour nos chers concurrents, est une réponse individualisée, dans laquelle on va en saisir un mot-clé, et ensuite, en fonction, pas seulement du mot-clé, mais de la personne, de ce qu'on sait sur lui, de l'endroit où il fait la recherche, de son historique de recherche, du lieu où il le fait, de l'heure de la journée, on va identifier essentiellement l'intention qu'il avait derrière la tête en saisissant ce mot-clé. Dans la série, quand je saisis restaurant, je peux soit chercher à avoir une définition de restaurant pour savoir ce que c'est qu'un restaurant, ou je peux potentiellement chercher un restaurant à proximité pour sortir le soir. Et si je le fais à 19h30 et que je suis dans une ville où je n'ai pas l'habitude d'être, c'est peut-être plutôt ça que je suis en train de faire. Et donc globalement, c'est du big data. On fait de l'analyse de profiling comportemental pour donner une réponse individualisée à un moment donné. Sinon, j'ai un deuxième exemple. Et ça, c'est le cas du jeu vidéo qui m'a donné envie de le sortir. Je ne peux pas résister à un deuxième cas de jeu vidéo parce que c'est un vrai bon cas. C'est le cas de Halo 4. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'Halo 4, et c'est probable, c'est un jeu vidéo sur console, délicieusement violent. Je vois qu'il y a au moins une personne qui connaît. Ça doit être un Peggy 80, quoi. Ouais, ouais. À peu de choses près, ça consiste à tirer sur tout ce qui bouge. Et c'est un jeu qui se joue en ligne. On est capable de jouer contre d'autres joueurs et on organise des compétitions. Dans le cadre de ces compétitions, on fait une analyse essentiellement pour savoir s'il y a des tricheurs ou des gens qui ont du comportement qu'on va qualifier d'inapproprié. Soit en faisant des insultes, des gens qui se mettent à plusieurs pour tirer sur les autres. Et globalement, c'est une analyse que nous faisons en temps réel sur le comportement des gens pour identifier des comportements qu'on va qualifier d'aberrants par rapport à de l'acceptable. Et on est capable, dans le cadre d'Halo 4, d'exclure des gens qui ont ce type de comportement en moins de 10 minutes dans le cadre du jeu. Donc c'est de la modération, enfin c'est du C'est big de la data à modération vocation de Dieu dans modération. le jeu virtuel, dans le monde virtuel du jeu. Dieu est là, qui regarde ce qu'on fait, qui dit non, là c'est inacceptable, dehors. Et c'est un cas dans lequel on a travaillé avec les technologies standards de Microsoft et qui est opérationnel depuis l'automne dernier quand le jeu était lancé. Pas mal, intéressant. Brice, Tag Commander, un exemple qui vous vient à l'esprit comme ça, là, dont vous avez envie de parler. Je vais vous parler d'un cas dans le monde de... Vous m'entendez? Il faut crier, Brice. Il faut crier. Oui. Je vais vous parler d'un cas dans le monde de la banque assurance, donc pour un des leaders mondiaux de la banque assurance. Non, on t'entend pas, Brice, je suis désolé. Alors on va changer de micro, on va monter le son. En régie, il n'y a pas moyen de faire quelque chose, tant pis. C'est comme dans les cantines, tout le monde parle de plus en plus fort. C'est mieux? Oui, c'est mieux. Donc je disais, je vais vous parler d'un cas dans le monde de la banque assurance. Donc toujours focusé sur le digital. Le propos de base de cet annonceur était d'avoir une vision de bout en bout sur le cycle de vie de ses clients et de ses prospects. L'objectif était donc de se dire, je veux avoir au final un tableau de bord qui me dise par où mes visiteurs sont arrivés, par quel canal finalement, ce qu'ils ont fait ensuite, donc est-ce qu'ils ont visualisé un ou plusieurs canaux avant d'arriver sur le site, ou sur l'application, ou sur le site mobile et autres. Une fois arrivés sur le site mobile, sur l'application, ou sur le site web classique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils se sont arrêtés au milieu de leur parcours? Est-ce qu'ils ont été jusqu'au bout? Ils se sont arrêtés jusqu'à la fin? Ou est-ce qu'ils ont converti? Voilà. Et une fois qu'on avait cette vision-là, l'objectif secondaire était de coupler ces données-là avec les conversions qui se réalisaient hors ligne. Voilà. Donc toutes les conversions qui se réalisent en agence physique ou via également le call center. Et ça paraît complexe comme cela. Et aujourd'hui, déjà dans toute la partie digitale, on est capable de la mesurer et de la reporter de façon, je dirais, aisée.
Et la principale difficulté était de lier cela aux données offline, ce qui est maintenant, possible. Il suffit simplement d'avoir une clé d'identification commune entre le visiteur online et le visiteur offline. On a réussi à l'avoir avec cet annonceur. Et on parle d'un projet qui se réalise sur une durée de 3 à 4 mois. Donc on ne parle pas sur des projets d'1 an, etc. Et au bout de 3 à 4 mois, on arrive à avoir pour un pays ce tableau de bord permettant d'avoir une vision bout en bout sur le comportement du visiteur. Voilà. Donc un exemple de cas multicanal. Voilà. Un tag offline et online dans l'univers de l'assurance. Intéressant. Un cas. Un cas toujours dans l'assurance, dans l'assurance santé. Donc en fait c'est un même projet mais qui apporte deux gros bénéfices. Le premier en fait pour la direction marketing, notamment la direction marketing digital, sur l'identification 6 mois à l'avance des sujets en matière de santé à développer par rapport en fait à la structure du portefeuille de clients d'assurance sur plus de 250 sites et forums de communautés de patients en fonction des caractéristiques de ces micro-segments. Ça, c'est le premier bénéfice. Donc, l'amélioration finalement de la prévention pour pouvoir réduire les risques à la fois de santé et surtout les sinistres santé, puisque c'est un acteur qui verse plus de 10 millions d'euros par mois en sinistre santé. Donc, une optimisation de 1 à 1,5% représente quelque chose d'extrêmement significatif sur le long terme. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est sur la direction technique, donc les actuaires, les gens qui font les calculs de provision mathématiques pour couvrir les risques, une capacité d'anticipation de 4 à 6 mois et qui se recorrige en fonction de l'évolution des thèmes qui sont développés dans les microsphères, puisque la santé en fait est un domaine qui est très sujet à l'influence psychosociale et médiatique. Et l'un des grands enjeux d'aujourd'hui pour les assureurs, c'est de réussir en fait à recorriger ce qui relève du fantasme de la maladie, de la réalité, et de pouvoir finalement rassurer, reconseiller les patients d'une meilleure manière. Excellent. Cyril, un avis pour Talend? Un exemple qui vient à l'esprit? Alors nous, moi je parlerai plus d'un constat, étant donné que Talend c'est une société qui est internationale. Et aujourd'hui, on a pas mal de projets en cours à travers le monde, mais on s'aperçoit vraiment chez nous qu'il y a un écart assez important entre le marché US et le marché français. Notamment parce que dans le marché français, parler de big data, ça fait encore un peu peur. Et souvent la DSI associe big data à big budget. Donc nous, on est encore dans la démarche d'essayer de démocratiser ça, en leur expliquant voilà, que le big data, ce n'est pas forcément des coûts exponentiels comparés à vos budgets informatiques courants. Et ce qu'on essaye de faire principalement, c'est de pousser les clients, nos clients actuels qui sont sur des technologies traditionnelles, de monter ce qu'on appelle des proof of concept, donc de prouver sur des projets très courts le ROI d'une démarche big data. Donc là, on est encore beaucoup dans cette approche-là sur le marché français. Et ça rejoint un peu là sur un cas concret. On travaille avec un très grand opérateur télécom qui est pareil sur l'analyse en fait des sondes télécom, data, internet, et qui essaye justement d'en extraire l'information la plus importante, à savoir au final proposer à leurs clients l'offre la plus pertinente au meilleur moment. Donc là, on est vraiment encore dans des sujets très concrets. Aux États-Unis, on est très proche du domaine bancaire et du domaine du retail. Donc voilà, ça touche vraiment toutes les industries. Et sinon, à titre personnel, une des success stories du big data que je cite souvent, c'est l'exemple de Criteo, qui est très connu, qui est un des leaders et avec qui on a fait pas mal d'événements chez Talend dans le domaine du big data, et qui pour moi est vraiment représentatif de ce qu'on peut faire et de ce que ça peut amener dans ce sujet-là. Merci beaucoup. Bon Thierry, je sais bien, comme tu nous l'as présenté, ta vision est très claire, mais enfin aujourd'hui il n'y a pas d'implémentation, mais tu as quand même une petite anecdote qui te paraît intéressante? Moi je pourrais expliquer par exemple ce qu'on pourrait imaginer demain avec une base de données objets web. Par exemple, on pourrait imaginer une application mobile
qui serait multilingue, on pourrait parler dans sa propre langue, en russe, en japonais. On arriverait dans une ville, on dit je cherche un restaurant de poisson, et on basculerait en mode réalité augmentée, et on pourrait voir apparaître tous les restaurants dans l'environnement qui apparaîtraient dans sa propre langue. D'accord. Donc un japonais débarque à Paris, il dit je veux un restaurant de sushi, il parle en japonais à son iPhone, et l'iPhone lui dit ah, il y a là, il va pouvoir le voir à travers son application mobile. Ça peut être un exemple temps réel d'une base de données sémantique web. C'est un exemple. Mais on peut les multiplier à l'infini, puisque la base de données détient le web. On a compris, d'accord. On va passer à la séance questions-réponses. Comme toujours, on est en retard, donc on va avoir 5 minutes. Est-ce qu'il y a d'abord des questions dans la salle? Sinon, j'attrape au bon les nombreux tweets que j'ai vus passer. Alors, j'en ai un premier très rapidement. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui veut le prendre? On n'a pas parlé de B2B aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que le Big Data s'applique aussi bien au B2B qu'au B2C? Voilà. Oui, bah voilà. Bah, vas-y. Bonjour à tous et à toutes. J'ai une question qui ne relève pas des exemples, mais plutôt du Big Data en général. On parle aujourd'hui beaucoup de cloud computing, des capacités de calcul, de stockage, mais on parle un peu moins d'une analyse formelle mathématique pour résoudre ces problèmes. Traditionnellement, la statistique, c'est devenu data mining c'est devenu big data. Mais les axiomes sont mathématiques à l'origine. Donc ma question est la suivante. Comment on peut analyser du big data, c'est-à-dire c'est un phénomène nouveau avec des données assez élevées, avec des outils qui datent de 30 ans, 40 ans au niveau mathématique? D'accord. J'étais sûr que Didier allait vouloir répondre à cette question. J'avais une intuition. Faut-il inventer des nouveaux modèles pour traiter le big data? Intéressant. Didier, vas-y. Alors, la première chose qu'on peut dire, merci de cette question, elle est très pertinente, c'est qu'aujourd'hui, la statistique a dépassé les mathématiques. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire la statistique, c'est juste un sous-ensemble des mathématiques. Et ça, on le voit parce que dans les universités, les cours de stats sont rattachés aux cours de maths. C'est malheureusement comme ça. Mais la vérité, c'est que la statistique est beaucoup plus pertinente que les mathématiques parce qu'en mathématiques pures, si vous voulez, la notion d'égalité n'existe pas. C'est-à-dire que quand vous dites 1 égale 1, le mathématicien il est content, mais aucune pomme n'est égale à aucune autre pomme dans le monde réel. Or, la statistique travaille avec des choses qui sont du monde réel. Elle est en cela supérieure aux mathématiques. On peut dire aussi une autre chose, c'est que les modèles statistiques et donc aussi les modèles mathématiques qui ont été construits s'appliquent parfaitement au big data. Et donc, bien évidemment, que ces modèles-là, ils n'ont pas été inventés hier. Les réseaux bayésiens dont on parlait tout à l'heure, je crois que c'est un des plus anciens modèles. Il sert d'ailleurs de modèle de référence en termes de précision. Et on vient de l'implémenter dans SPAD version 8 qui est en train de sortir en ce moment. Donc vous voyez, les modèles ne sont pas nouveaux. Par contre, ce qui est nouveau, c'est notre capacité à les appliquer à la fois sur des grandes quantités de données et en temps réel. Ok, donc on n'a pas de problème mathématique. Vas-y. Moi, je pourrais apporter une précision sur technologique, disons. La base de données, depuis toujours, a toujours été une base de données colonne, c'est-à-dire comme un Excel. En XY, j'ai telle valeur. Bon. Pour le big data, ce qui est très intéressant, c'est d'utiliser de la base de données NoSQL. Alors, quelle est la différence? La base de données n'est plus une base de données colonne, XY, c'est une base de données objet. C'est-à-dire que chaque élément est un objet. La problématique, justement, elle est sémantique. C'est-à-dire qu'il faut que l'objet sache qui il est, quelque part. Parce que si l'objet sait qui il est et où il est géolocalisé, à partir de ce moment-là, on crée dans la base de données NoSQL un immense index et on peut requêter en temps réel dans des millions, voire des milliards d'objets. Ça devient très intéressant parce que dans une base, disons colonne, si on doit requêter dans des milliards de lignes, l'index est complexe, surtout s'il y a beaucoup de bases, beaucoup de tables croisées. Le big data, par essence, c'est beaucoup de données mélangées, de différents types. Donc les technologies qui permettent de faire ça sont assez récentes. Les outils de recherche et les moteurs de recherche et les bases un peu efficaces, qui ne sont pas trop gourmandes en ressources, sont très récentes. Toutes ces technologies sont des technologies très souvent américaines, tout genre de start-up. Twitter est très actif dans ce domaine, Google l'est beaucoup. Et les ingénieurs qui permettent de traiter et de savoir, comment dirais-je, développer des algorithmes dans ces données sont pas nombreux. C'est nouveau, c'est récent. Et il y a vraiment au niveau des facs d'informatique, des INRIA,
Epitech et autres, un travail à faire au niveau des ingénieurs pour que les gens acquérissent ces savoirs et ces langages et ces technos. Parce que tout est prêt, mais maintenant, voilà, il faut que les gens soient formés. Tu m'amènes à la dernière question, Thierry, parce que c'est la dernière qu'on va traiter aujourd'hui. Après, essayez d'attraper les membres du panel si vous avez des questions différentes. Mais j'ai une dernière question qui est tombée, qui ne me paraît pas idiote, c'est est-ce qu'un des gros risques, c'est pas la pénurie de jus de cerveau, donc de data scientists, je ne sais pas comment les appeler en fait. Est-ce qu'il y a des écoles, est-ce qu'on trouve du monde? Marion, par exemple, chez SFR, on recrute facilement ou même l'ensemble du panel, et on terminera là-dessus aujourd'hui pour tenir l'horaire. On en a parlé au café tous ensemble, on a tous le même problème. C'est effectivement un enjeu majeur parce qu'il faut combiner la connaissance de la statistique, le business sense, c'est-à-dire savoir donner du sens à la donnée. Et moi, je rajoutais aussi la dimension gestion de projet, puisque ce qu'on cherche à apporter, c'est une solution clé en main à nos clients internes ou nos clients externes, si on est agence ou prestataire. Et du coup, il faut être multicasquette. Et c'est très difficile de trouver les bons profils. Donc oui, on est plutôt en pénurie. Et est-ce que SFR recrute? J'aimerais bien recruter en externe. Pour l'instant, c'est pas possible, malheureusement. On connaît aussi les conditions de... Juste sur cette question de la pénurie, il faut quand même dire que les écoles aujourd'hui ont pris conscience du sujet, donc montent des formations spécifiques sur la donnée, le big data, etc. Moi, je suis au conseil d'école de l'ENSAI, qui est une école spécialisée dans le domaine de la statistique et qui aujourd'hui va aussi vers les technologies du big data. Alors juste un point, on dit le data scientist, il doit avoir 3 compétences, métier, statistique, informatique, et du coup on va en manquer beaucoup. Oui, effectivement, ça c'est le profil de rêve, et il n'y en a pas beaucoup, et il n'y en aura peut-être pas énormément sur le marché dans les années qui viennent. Moi je crois aussi beaucoup à la nécessité des organisations, des entreprises, de se doter d'organisations permettant de faire travailler ensemble des gens du métier, des statisticiens, des informaticiens. Et là-dessus, moi, ce que je vois, c'est que le big data, et c'est très très impressionnant chez nos clients, fédère un intérêt parce que c'est un élément nouveau dont on sent qu'il a de la valeur, et on arrive à faire communiquer des gens de métiers différents avec la direction des systèmes d'information autour des sujets big data. Et je crois que là, il y a quelque chose à accrocher. C'est le marketing du big data qui fait probablement ça, mais so what, tant mieux, pour lancer des projets transverses. Et je crois qu'il y a une demande, et les entreprises y sont prêtes aujourd'hui. Donc faire travailler ensemble des gens de compétences différentes est possible. Et le mythe du data scientist tri-compétent, oui, pour certains, oui, les écoles vont vers ça. Maintenant, on peut aussi faire sans. Je veux dire, il y a des talents qui sont capables de travailler ensemble dans les entreprises sur ces sujets de la data. Allez, Jacob, le mot de la fin. C'est gentil. Non, globalement, oui, il y aura une pénurie de data scientists de la même manière qu'il y a déjà une pénurie d'ingénieurs. Après, il y a 2 manières d'aborder le problème. On peut essayer d'en former plus, ou on peut essayer de créer des outils qui rendent plus accessible ce genre de technologie. Microsoft, on a une vieille tradition de démocratisation de technologies logicielles, et globalement, c'est quand même la stratégie qu'on prend. C'est de faire du big data dans Excel. C'est déjà à peu près possible aujourd'hui, on va continuer à le faire. Et peut-être, c'est sans doute le meilleur moyen de rendre accessible la big data dans le plus d'entreprises possible, sans réussir à résoudre le problème de la formation des ingénieurs et des data scientists, qui franchement sera difficile à faire. Je pense qu'on peut vraiment les applaudir. Je tiens à vous remercier bien évidemment avoir été aussi nombreux aujourd'hui pour beaucoup d'entre vous dans des conditions pas terribles, j'en suis désolé. Merci encore, et donc le track Big Data continue. On a une conférence qui démarre maintenant jusqu'à ce soir 17h où on parlera QR Code et Big Data. Merci à tous.